Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon time soldier pour cette émission n'est autre que Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va? Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Écoute, ça va bien, puisque ce sont les vacances et que, mine de rien, il fait plutôt beau. Donc c'est forcément assez cool à vivre. Et je suis Daniel Andriev, Cameo Robotique sur Twitter, et donc vous écoutez l'épisode 37 de Super Ciné Battle, sauf qu'on a une petite annonce à vous faire. Oui, c'est un épisode 37 un peu particulier. Hein. Voilà, c'est un épisode 37, qui joue avec les paradoxes temporels, nous pouvons dire ça. Voilà, c'est une time capsule. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des problèmes d'enregistrement du précédent épisode. Des problèmes techniques, hein. Pour le coup, c'est pas... Des problèmes techniques. Voilà. Je pense que c'est le signe qu'il faut vraiment moderniser un peu notre système, parce que sinon, c'est la merde. Et il nous est arrivé ce qu'on peut appeler une Resident Evil, maintenant. On a eu un vrai problème d'enregistrement, alors que je suis en train de monter. Vraiment un truc... inutilisable en fait, puisque le titre des films saute au moment où je les présente, donc on parle d'un film pendant 10 minutes et on pouvait pas deviner de quoi on parle. C'était peut-être un jeu en soi, mais bon, je pense que voilà, c'était un petit peu pénible à écouter pour le chers auditeurs, quoi. Pour moi, j'ai monté 10 minutes et j'ai arrêté. Et du coup, on a décidé quand même de faire un épisode 37, on l'enregistre bien après l'épisode 38. On connaît exactement les places que vont avoir les films, donc on va pas feindre là de discuter genre où est-ce que tu mettrais Iron Man au-dessus de 8 Mile, au-dessous de 8 Mile. On va pas feindre voilà. ça. On va pas le refaire, en fait on l'a fait, c'est gravé dans le marbre, c'est trop tard, et en plus comme dit on a déjà enregistré l'épisode 38 au moment où on fait ça, donc c'est gravé dans le marbre, on ne peut rien changer, même nous, vous voyez. Mais la preuve que nous ne sommes là que des véhicules de la vérité, mais nous ne pouvons pas changer, regraver dans le marbre, c'est impossible. Voilà, donc voilà, cette partie-là, du coup, on l'abordera, on vous dira le classement, mais voilà, on pourra plus la refaire, ça n'aura plus de sens. On aurait pu mettre le 38 direct et oublier le 37, mais je sais que des gens ont rigolé. Il y a des collectionneurs, donc du coup, on a décidé de refaire l'épisode 37 intégralement. Et avec toute la spontanéité, puisque je te connais, tu as une mémoire phénoménale pour le cinéma, mais en même temps, tu as une mémoire de poisson rouge sur tes activités. Exactement. Tu oublies immédiatement ce qu'on a fait. Je sais que la liste n'est plus dans ta tête. Je sais, voilà, je me rappelle éventuellement d'un ou deux films dont on a parlé, mais c'est tout. C'est-à-dire que je ne sais plus les films qu'on a abordés. Voilà, c'est aussitôt qu'on l'a fait, ça m'est sorti de la tête. Enfin, ce n'était plus utile de connaître ces listes, donc finalement... Bon, voilà. je vais t'en teaser un. Con, nichon, Ah oui, putain, c'est vrai. C'est cet épisode-là. Ah là là, oui. Ah oui. Donc, restez. Ça aurait été dommage de pas l'enregistrer, celui-là. Nous allons parler de bon cinéma. De très bon cinéma. Je pense qu'on va taper... Oui, c'est ça, c'est un épisode où on tapait très très haut dans le classement, dans vos souvenirs. C'est exactement ça. On va juste... on n'a même pas besoin de revenir sur le... Si, allez, on se le fait vite fait. Bon, oui, le top 10, ouais. Le top 10. Memories of Murder, History of Violence, Millennium Actress, Voyage de Chihiro, La Grenelle Mulet, The Host... Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Assassination of Jesse James by the Coward. Merde, le titre est trop long, j'arrive pas à le noter. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, voilà. OSS 117, Le Retour, et après, c'est... tu sais quoi, on fait les 10 suivants. Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Ip Man, Volver, Ratatouille, Les Beaux Gosses, Monsters Inc., Matchpoint, Brokeback Mountain, donc grosse arrivée de la semaine dernière, et Apocalypto. C'est quand même un top 20 très très furieux quand même. Hein. C'est du bon top 20 quand même déjà. Et ça va quand même, on va quand même jusqu'au 29e, Munich, 30e Gran Torino, Up, encore 31e. C'est vraiment, on a un top tier assez puissant. Et c'est pas la peine de revenir sur la fin, mais restez avec nous, on va casser un peu la fin. Ouais, globalement, on va essayer de bousculer la fin du classement dans cet épisode. Eh bien, on commence avec des listes dédiées. On aime bien commencer avec des petites listes dédiées. C'est des listes avec thématique Tom Hanks.
Forrest Gump a vraiment eu une suite de carrières étranges et que j'ai assemblé à une autre liste qui s'appelle « Puisque apparemment Daniel a un gros problème avec Tom Hanks ». Jurisprudence ligne verte Forrest Gump. Alors que c'est faux, j'ai rien contre Tom Hanks. Ouais, moi je crois pas que t'aies quelque chose contre Tom Hanks. Hein. En plus, c'est peut-être qu'on n'a pas abordé non plus les bons films. C'est que c'est vraiment un acteur protéiforme et. Bah, on l'a dit, c'était le comment ça s'appelle pas le fils, mais le beau-fils préféré de l'Amérique. Voilà, c'est le gendre idéal, C'est le Matt Damon de la génération précédente. Voilà, c'est vraiment le gendre idéal que tout le monde veut avoir, et du coup, effectivement, il a finalement joué beaucoup de rôles parce qu'il pouvait se glisser dans pas mal de choses. Voilà, il a le talent pour. Donc voilà, non, on n'a rien contre Tom Hanks, je crois, en lui-même. Hein. Et c'est deux listes qui nous sont envoyées par Luis Ayala Berges et l'autre liste nous est envoyée par Bobby Lee Loïc. Bah merci Loïc et Bobby. Quoi t'as dit Non, Louis et Loïc. Ah oui, merci Louis et Loïc. Voilà. Premier film de cette liste, c'est Seul au monde de Robert Zemeckis. Voilà, Seul au monde, Robert Zemeckis. Donc, Robert Zemeckis, on en a déjà parlé plusieurs fois. On a déjà dit le plus grand bien de ce faiseur d'images assez incroyable. Hein, de cet entertainer, même. Voilà, et au sens noble, hein, encore une fois. On le répète, mais je pense que c'est très important. C'est pas un gros mot dans notre bouche. Voilà, c'est l'homme de Retour vers le futur. Donc, ça pose quand même déjà le bonhomme en matière de divertissement. Et donc Robert Zemeckis qui donc là s'attaque à l'histoire d'un homme qui se retrouve échoué sur une île déserte suite à, je crois que c'est une tempête ou c'est un orage, quelque chose comme ça. Enfin c'est quelque chose de ce style-là suite à un accident. En tout cas, ce n'est pas du terrorisme. Attention, voilà, c'est tout à fait le fruit du hasard et qui va devoir du coup survivre tout seul sur cette île abandonnée. Voilà, comment est-ce qu'il va survivre, comment est-ce qu'il va faire qu'il tienne, etc. quoi. Il y a une particularité à cet homme, c'est que, à part qu'il est joué par Tom Hanks, il travaille pour FedEx. Voilà, et c'est une particularité qui est très très importante si on vous le dit. C'est parce que, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, du coup. C'est un des soucis du film pour moi, c'est que il y a beaucoup d'aspects un peu publicitaires, un peu malvenu, on va dire. C'est le film du placement pub. C'est le film du placement pub, c'est-à-dire que t'as toute la séquence du départ où t'as des gros plans sur l'aileron FedEx de l'avion. Voilà, t'as vraiment le côté pub pour FedEx jusque dans le cœur du scénario, et c'est là où ça me pose un problème, c'est que justement il s'échoue sur son île déserte avec tout un tas de colis en fait qui étaient dans son avion, et en fait au fur et à mesure de l'aventure il va décider de ne pas en ouvrir certains. Parce que c'est les colis des gens et que les colis des gens c'est super important. Et le film se conclut, spoiler, voilà, si jamais vous n'avez pas vu le film, c'est le moment de sauter 1 ou 2 minutes. Le film se conclut par Tom Hanks qui va chez une personne, une destinataire en fait, et qui lui remet son colis qui était avec lui sur l'île pendant je sais plus combien de temps, je sais même plus combien de temps il passe sur l'île, c'est plusieurs années hein, dans mon souvenir. Ouais. Je sais plus, enfin voilà, c'est un certain nombre d'années, et il va lui remettre son colis des années après. Et 4 années, 4 oui. Hein, 4 ans, voilà. Bon, ouais. Voilà. Et le film t'imagines, il revient de son île et c'est Trump, président. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? Tu sais, c'est comme cette séquence de Daniel Glover qui rentre chez lui avec des pizzas tout content, puis qui voit l'appart en feu, tu sais. Ah bah c'est Goodbye Lénine pour moi. Voilà. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, et le film se conclut sur cette image du devoir accompli pour les employés de FedEx. Et bon, je suis pas persuadé que... Déjà, je suis pas persuadé que ce soit forcément le message le plus fort à retenir de l'histoire d'un type qui a passé 4 ans sur une île déserte, que c'est un bon employé jusqu'au bout. Mais en plus, il aurait pu ouvrir un des colis, ça se trouve, il y avait un émetteur GPS, quoi. Et en plus, effectivement, t'as cet aspect-là, c'est-à-dire que vraiment le côté corpo, oui, on est corpo jusqu'au bout, c'est ça qui nous fait vivre. Enfin, il y a vraiment un truc... Enfin, moi, qui me dérange énormément, jusque dans l'aliénation, finalement, du personnage à son entreprise. Enfin, c'est complètement fou à ce stade-là. C'est bien qu'il fait passer sa survie derrière derrière sa boîte, quoi. C'est complètement ma boule. Effectivement, t'as le côté... tu sais pas, il y avait peut-être un émetteur GPS ou je sais pas, un téléphone satellite qui aurait pu le permettre de le sauver, et surtout que moi je trouve ça d'autant plus absurde que finalement tu peux prendre des tas de catégories de métiers. Je pense pas que livreur de colis chez FedEx ce soit une catégorie qui exige un sacrifice tel, tu vois. Le type, je sais pas, il aurait été médecin, il aurait été je sais pas quoi, humanitaire. Enfin, tu vois, il y a des vraies noblesses dans ces métiers-là, mais
là, le mec, c'est juste livrer des colis, son métier. Et Quelque tu veux part- que je te dise un truc, ce film est inadaptable dans un autre pays, parce que t'imagines un livreur Chronopost qui se pose ces questions. C'est clair. Le livreur Chronopost, le mec, il te défonce ta boîte aux lettres et ton colis quand il le met dedans. Quand il le met, hein, parce que sinon, Quand il le met, quand il repart pas sinon avec. t'as un avis de passage, quoi. Donc voilà, il y a un côté vraiment et absurde et qui est vraiment forcé, corporatiste FedEx, qui est vraiment dérangeant parce que voilà, son métier c'est juste livrer des colis. Au bout d'un moment, je pense que voilà, le bien-être et l'image de l'entreprise passe largement derrière ta survie dans un métier comme celui-là. Enfin, c'est voilà, le mec il sauve pas le monde, il livre des colis, c'est tout. Du coup, ça fait un film tellement anecdotique quand même. Il y a la performance de Tom Hanks. Littéralement, c'est un tournage qui s'est étendu sur plusieurs années. Il a perdu. Bah oui, parce que d'abord il a pris beaucoup de poids. Il a perdu. Oui, il a pris du poids. Ensuite, il a reperdu. Pour que ça se voit vraiment, c'est-à-dire qu'il commence, il est un peu grassouillé, etc. Puis à la fin du film, effectivement, on le revoit, il a vraiment fondu, je sais pas, moins de 25-30 kilos. Et oui, t'as cette performance-là. Puis même, d'un point de vue... Enfin, ce qui reste quand même, c'est le talent de Zemeckis en lui-même. C'est-à-dire que la séquence du crash, en termes de mise en scène, de suspense, de tension, c'est encore super bien fait. Enfin, voilà, Zemeckis, il sait filmer ce genre de choses. Il sait créer des atmosphères, il sait créer des tensions, il sait faire une scène qui réussit, qui marche. Et donc t'as des moments là comme ça de mise en scène qui font que tu vois que le mec il est pas manchot, quoi. C'est pas le premier venu, mais au final ouais, c'est au service d'un film qui à mon sens passe un peu à côté de ce qu'il aurait pu être, quoi. Mais gros carton quand même. Ah oui, gros carton. Je pense que de toute façon déjà Tom Hanks, à cette époque-là, c'était plus ou moins l'assurance d'un gros carton. Tu sais, c'était l'époque où on arrivait à vendre des films sur les acteurs, tu sais. Le bon vieux temps. Ça paraît un peu absurde aujourd'hui, où finalement, n'importe quel acteur... je suis sûr que Downey Jr., malgré tout le bien que je pense de Robert Downey Jr. En tant qu'acteur, mais aujourd'hui, Robert Downey Jr., il pourrait plus vendre un film sur son nom. On s'en fout, on veut le voir dans la peau d'Iron Man, c'est tout ce qui intéresse les gens, tu vois. Et tu sais que Tom Hanks n'a pas eu son Oscar, puisque tout le monde pensait qu'il allait avoir un Oscar pour cette magnifique prestation de Monsieur Seul qui parle avec un ballon, avec Wilson le ballon. Avec Wilson le ballon, tout à fait. Il n'a pas eu son Oscar puisque face à lui, il y avait Javier Bardem dans Before Night Falls, que tout le monde a oublié. Il y avait Ed Harris dans Pollock, le premier film de Ed Harris en tant que réalisateur d'ailleurs. Et qui était vraiment bien. J'adore, c'est un de mes biopics préférés, tiens, un peu anecdote. Il y a Geoffrey Rush aussi dans Quills, il joue le marquis de Sade. Et surtout, il y avait Russell Crowe dans le rôle de Maximus Decimus Meridius. Oui, c'est vrai, c'est en 2000, c'est vrai, c'est l'année de Gladiator, c'est vrai, tout à fait. Oui, c'est l'année d'explosion de Russell Crowe, quoi, et du retour de Ridley Scott. C'est marrant, c'était vraiment très particulier à ce niveau-là, quoi. Où est-ce que... alors, c'est vraiment notre tic. Oui, si, on l'a déjà mis. Sait où on le met. On sait où on le met. On va vous le dire où on le met. Criez pas, s'il vous plaît. On l'a mis assez haut, quand même. Hein. On l'a mis pas trop bas, je crois. On l'a mis pas trop bas. Il est 99e. 99e, il est entre Trouble Everyday et La Journée de la Jupe. Ouais. Voilà. Et aussi... On regarde la liste des 38, donc on sait ce qui vient après. Oui, c'est ça. Donc exactement. Il est 99e, quand vous aurez... c'est peut-être pas exactement le chiffre que vous aurez, mais oui, voilà. Ça, c'est le chiffre de la dernière liste en plus. Enfin, voilà. Oui, il est entre Trouble Everyday et La Journée de la Jupe. Ouais, voilà. Mais non, mais comme on a dit, c'est un film qui malgré tout son potentiel est assez anecdotique. Et, même, tu vois, ce que je pensais aussi, c'est toute la partie survie, finalement, t'as une énorme ellipse. C'est-à-dire que tu le vois gros, tu le vois maigre, mais toute la transformation physique au milieu, tu ne la vois pas en fait. T'as une ellipse au moment où il s'arrache la dent avec un patin à glace, je crois, dans mon souvenir. Qui est une séquence assez marquante. Et là, t'as une ellipse et on le revoit genre en warrior de la vie, au sommet d'un rocher, en train d'attraper un poisson quasiment à main nue. Enfin, genre, et finalement, quelque part, c'est super con, quoi. C'est la même ellipse que dans Les Naufragés avec Daniel Auteuil. Daniel Auteuil a eu son... Oui, a eu son seul monde à lui, ouais. Son seul monde à lui, sauf qu'il n'était pas seul au monde, en fait, il se trouve sur un endroit désert, mais genre 3 bornes sur la gauche, il y a un club de vacances. et c'est un peu seul au monde au niveau du box-office aussi, je me souviens bien, Les Naufragés, c'est pas ça. Ouais, il a coûté, je crois que c'est un film qui a coûté plus de 15 millions ou 16 millions, et qui a fait moins de 100 000 spectateurs. Ouais, c'est vraiment un gros four, quoi. Ah ouais, l'année dernière. Et dans mon article sur Slate, sur les comédies françaises, ça m'a donné l'occasion de faire un très beau gif de Daniel Auteuil qui se bat contre un crocodile géant.
Parce que le cinéma français. Mais quelque part, je ne comprends pas qu'un film où il y a Danny Nuttall qui combat un crocodile géant n'ait pas fait plus d'entrées. Enfin, je veux dire, moi je paierais pour voir ça. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais bref, voilà. Enfin, du coup, cette ellipse, elle est assez étrange pour que au final, tu vois, la partie survie finalement, elle est abordée, mais elle est peut-être pas assez profondément. Et comme dit, cette conclusion sur oui, le plus important dans tout ça, c'est pas que je suis revenu, c'est pas que je sois revenu auprès des miens, c'est que finalement je suis resté un bon employé FedEx fidèle à mon entreprise. Et ça te dégoûte un peu. Bah, oui, dans ce genre de circonstances, c'est complètement absurde. C'est vraiment une morale qui est complètement absurde et qui rend tout le film caduque. Un peu absurde aussi encore, c'est son même registre pour Tom Hanks, puisqu'il est le héros de The Terminal de Spielberg. Oui, Steven Spielberg, donc c'est tiré d'une histoire vraie qui avait eu lieu dans les années 70, je crois que c'est ça, à Charles de Gaulle. Dans les années 80 et ça a continué jusqu'en 2000. Oui, c'est ça, dans les années 80. 88 à 2000, voilà. 2006. Donc, qui avait lieu en France. Enfin, l'histoire, en fait, c'est un homme qui est en transit. Alors là, évidemment, c'est Spielberg, donc il a déplacé l'action aux États-Unis. Et puis il y a eu un film français aussi. Ah oui, c'est vrai, exact. Avec... oui. Comment il s'appelle Oui. J'ai son nom sur la bouche. La preuve, Jean Rochefort. La preuve qu'on n'a pas bossé, tu vois. On le refait dans les conditions. Je garde toutes les hésitations parce que on l'a fait vraiment dans les conditions du direct. Donc, oui, c'était tombé du ciel, voilà. Tombé du ciel, ouais, exactement. Donc, c'est l'histoire en fait d'un homme qui est en transit dans un aéroport américain et qui, le temps de son transit, en fait, il y a un putsch dans son pays d'origine. D'ailleurs, là, dans le terminal, je crois que c'est un pays imaginaire pour éviter tout. Oui, pour éviter tout problème. C'est un peu quelque part le problème de Spielberg, c'est que il évite les frictions et quand il le fait, genre dans Munich ou même dans le Temple maudit. Parce que dans le Temple maudit, tu sais, il va très loin. Enfin, il y a des enfants qui se font frapper, on en a déjà parlé, etc. Il finit toujours par renier ce genre de film, genre ah non, j'aurais pas dû aller aussi loin, alors que et finalement peut-être mec, c'est. Alors c'est que là où Munich, c'est vraiment, ça se passe vraiment en Allemagne. Hein. Oui, non mais voilà, c'est ça. Non mais alors que finalement peut-être qu'en creusant de ce côté-là, il aurait pu faire des films autrement plus intéressants quoi. Il a une facilité à renier son passé, Spielberg, comme il le fait avec Hook par exemple, qui est très mal classé chez nous, je le rappelle, par ta faute. Mais encore trop, rappelons-le encore quand trop même, encore beaucoup trop. Mais lui-même le renie et il a une facilité. C'est le propre de Spielberg, je pense, c'est qu'il sait pisser dans le sens du vent, quoi. Voilà, mais on a déjà dit, Spielberg, son don à jamais, c'est tout. En tout cas, sur ces belles années, c'était de capter en quoi le public croyait et en quoi le public avait besoin quoi. Et je pense que à mon avis il doit juger lui aussi sa filmographie à cette aune-là, c'est-à-dire que s'il a rencontré un large public, parce que c'est son, il veut pas faire de film de niche Spielberg, s'il a rencontré un large public, il sait que son film est réussi ou pas. En fait, et je pense que c'est vraiment son compas lui, et c'est ce qui fait qu'effectivement il va renier très facilement des films qui n'ont pas marché ou qui sont un peu trop bizarres, un peu trop à la marge, parce qu'il en a fait aussi, hein, on en a parlé. Donc voilà, je pense que c'est ça l'astuce. Mais bref, du coup, revenons à The Terminal. Donc pas de contenu politique, voilà, tout est bien lissé de ce côté-là. C'est le temps, donc ce personnage, en fait, il y a un putsch, son pays, enfin en tout cas l'État en tant que tel, l'état politique de son pays n'existe plus, et donc il ne peut pas sortir de la zone internationale parce que tout simplement il n'y a plus d'ambassade, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien, son passeport ne vaut plus rien, donc il va se retrouver coincé pendant des années dans cette zone internationale, de la zone internationale de l'aéroport quoi. Et c'est aussi simple que ça. Et il va tomber amoureux de Catherine Zeta-Jones. Mais comme nous tous, j'ai envie de dire, comme nous tous, il a quand même de la chance que Catherine Zeta-Jones traîne dans le coin, parce qu'il aurait pu tomber sur bien pire. Mais oui, il va tomber amoureux de Catherine Zeta-Jones, et surtout, le terminal, la partie à laquelle il a accès, c'est un condensé d'Amérique. C'est-à-dire que on a tous, en tout cas tous ceux qui ont fait des voyages internationaux, se retrouvent dans des grands aéroports. T'as les magasins de luxe, t'as les magasins de fringues, t'as les magasins, t'as tous les grands magasins. Enfin, c'est un temple de la consommation. Les gens sont en transit là, mais l'idée c'est de leur soutirer le maximum de pognon avec le duty free, etc. Voilà, il est dans ce temple de la consommation qui est une espèce de mini-Amérique finalement. Le rêve américain, c'est consommer toujours plus jusqu'à l'excès, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça peut-être l'intelligence du film, c'est d'avoir déplacé l'intrigue en France parce que à Charles de Gaulle, et tous ceux qui ont pris Charles de Gaulle savent que c'est un aéroport vraiment tout pourri.
Bah, c'est un aéroport qui fait son âge, on va dire. Voilà, il fait son âge, et aux États-Unis, il y a JFK qui est clairement plus consumériste. Enfin, C'est un mini-mall en fait. C'est un mini-mall. Il faut le voir. C'est un maxi-mall, même, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est vrai que c'est presque un maxi-mall, ouais. Et du coup, le film est, malgré les bonnes performances, je trouve que Tom Hanks, après, il est obligé de se grimer, il se donne un accent tout. C'est un peu Borat. Oui, exactement. Il y a vraiment un côté Borat effectivement dans l'accent parce que c'est un pays genre le Kazakhstan. Enfin, tu vois, c'est vraiment un espèce de petit pays que même s'ils allaient donner un vrai pays, je pense que la majorité des Américains n'auraient jamais su que ça existait. C'est pas le vraiment. Kazakhstan, c'est le Turkmène-Kazakhstan. Voilà, non, mais c'est ça. C'est vraiment un pays de cette région-là. La Moldavie. La Moldavie, exactement. Exactement, la Moldavie. Voilà, donc c'est vraiment ça. Oui, effectivement, il y a un côté très Borat dans son accent. Je viens de regarder, c'est la Cracovie, on n'était pas loin. La Cracovie, c'est bon ça. Putain, mais tu sais, il joue au Bogle, c'est Scrabble quoi. Beaucoup de triple. Il assemble des syllabes un peu n'importe comment. Et justement, et il joue tout le long du film, c'est un peu enfin pas tout le long, mais en tout cas au début, un peu le oh l'Amérique, c'est ça, oh c'est merveilleux. Enfin t'as vraiment ce côté. Il joue Candide. Oui, il joue le Candide. Le Candide qui découvre toute la surpuissance de la culture américaine qui s'offre à lui. Voilà, enfin t'as vraiment au moins au début du film, t'as vraiment ce côté-là, un peu toujours, tu sais, même quand les Américains ils partent à l'étranger, ils font des films à l'étranger, il faut toujours qu'il y ait un personnage étranger qui dise ah oui Tupac, j'aime beaucoup. Tu vois, tu le fais très bien. c'est tout le temps comme ça. Il faut qu'il tombe sur un mec qui a un t-shirt Tupac et qui te répète les trucs. Il fait moi boire Coca-Cola. Oui, alors très bien. Alors qu'en fait, il fait que parler bulgare pendant le film. En fait, pour avoir été en Bulgarie, je sais reconnaître le bulgare. Tu vois, c'est caractéristique. Le bulgare, ça se reconnaît, tu vois. Mais tu vois, ils se sont dit, bref, ça passe, tranquille. Ça va le faire. Mais comme Borat, quand il parle un mélange de polonais, de russe et de yiddish, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Oui, ça n'a aucun sens. Mais dans Borat, il y a une vraie recherche. Il y a une vraie recherche. Enfin, ça n'a aucun sens d'un point de vue linguistique et d'un point de vue géographique, mais c'est un vrai sens d'un point de vue thématique et cinématographique. Mais on en reparlera quand on parlera de Borat, évidemment. Bon, je pense qu'on n'a pas envie de plus parler de Terminal, j'ai l'impression. Non, mais voilà, c'est encore un film très anecdotique pour Spielberg. Tu t'ennuies pas. Enfin, tu vois là, c'est plein de bons sentiments. Tu t'ennuies pas. Comme on a dit, c'est très lisse. Ça passe, c'est le film du dimanche après-midi sur TF1. Voilà, c'est mignon. Ça, c'est sûr que c'est tellement anecdotique, c'est vraiment anecdotique, c'est innocent, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça, c'est pas mauvais, mais bon, t'en retiens rien, voilà, t'en retiens vraiment rien. C'est pour ça qu'on va le mettre entre Final Fantasy Spirit Within et Public Enemies. Oui, voilà, c'est ça, voilà, c'est un peu le. C'est une place de ça aurait pu être mieux, mais. Ouais, là quoi, c'est vraiment milieu, ce qu'on va appeler le ventre mou. Voilà, vraiment le ventre mou, mais c'est vraiment, enfin en plus votre meilleure caractéristique que ça pour ce film là quoi, c'est surtout de la part de Spielberg, sa carrière, il a prouvé tellement de choses que bon, voilà, le film il a envie de se reposer, je sais pas, voilà, tu vois, tranquillou, il faisait son petit film, C'est l'époque où il en faisait un par an, quoi. Oui, et en plus c'était super productif à cette année-là. Et puis il enchaînait des projets, enfin comme dit, c'était l'époque il enchaînait le Terminal avec Arrête-moi si tu peux, avec Munich, enfin genre c'était vraiment, il faisait tous les trucs les uns après les autres, quoi. Le film suivant, c'est un remake par deux des plus grands réalisateurs au monde, et tu devines ce que c'est Ladies Killers. Par les frères Cohen. Voilà. Par les frères Cohen, rappelons-le, qui trustent quand même le haut du panier dans notre top des années 90. Et est-ce qu'on a déjà abordé... Non, je crois pas qu'on a abordé les frères Cohen là, dans les années 2000. C'est notre premier frère Cohen des années 2000. Je crois que c'est on n'a même pas eu... Ah ouais, c'est vrai. Il y a eu Brother, c'est vrai. Pardon. Brother. Et oui, on commence vraiment par le bas du frère Cohen des années 2000. Quand voilà, même. Mais quelque part, ça me réconforte parce que c'est une certaine vengeance, justement. Puisqu'on a commencé par aborder Johnny-To avec l'un de ses plus mauvais films, je trouve ça justice que finalement les frères Cohen aussi, on leur fasse subir le même sort, qu'on commence par le bas pour ensuite on ne pourra que remonter. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est unanimement reconnu comme le plus faible, sinon un des plus faibles des frères Cohen. Oui, voilà, donc c'est un remake, on l'a dit, d'un film de... Je crois que c'est 55 ou 56, quelque chose comme ça. Ouais. Dans mon souvenir, à peu près de tête. Et donc, l'histoire, c'est une bande de mecs se présente en fait chez une vieille dame qui loue un appartement.
et ils se présentent comme étant des musiciens, ils ont besoin d'un local pour répéter, etc. Et il se trouve que les mecs sont pas vraiment musiciens, ils sont plutôt réellement braqueurs. Et ce qui les intéresse, c'est braquer le casino d'à côté, en creusant un tunnel, comme le film avec, comment il s'appelle, avec Louis de Funès. Aussi. Film tunnel, Louis de Funès. Oui, il me semble qu'il y a un Louis de Funès avec un tunnel. Enfin bref. Tu sais, ce matin, j'ai regardé un extrait des gendarmes. Des gendarmes. Je me suis dit, putain, mec, cet humour passé à l'époque, c'est génial, c'est fabuleux. Aujourd'hui, tu pourrais pas. Oui, les gendarmes, c'est assez particulier. C'est Faites sauter la banque, voilà, le De Funès. Ah voilà, Ah oui, bien vu. Faites sauter la banque, où ils creusent aussi à partir de l'immeuble d'à côté. Je m'en rappelle très très bien. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a De Funès. Donc voilà, moi je suis pas objectif quand on parle de De Funès de toute façon. Bref, du coup, ils veulent creuser. Objectif, non. Oui, de toute façon, peut-on l'être vraiment Je ne pense pas. Mais bref, ils veulent creuser pour dérober le casino d'à côté. Et évidemment, ils ont pris ce plan parce que la vieille, elle est vieille et que le truc est à côté. Mais il va se trouver que la vieille logeuse va, causer plus de problèmes que ce qu'ils avaient envisagé. Et il va falloir essayer de composer avec elle alors que c'était pas le but à la base, quoi. Tom Hanks joue d'une manière complètement lunaire. Il joue un mec loufoque. Oui, voilà, vraiment parce que justement, il se présente au début. Enfin, c'est un peu c'est lui qui fait l'interface principale du groupe avec, parce que voilà, il présente bien, il a son impair, voilà, il a sa petite moustache, mais en fait, on découvre que dessous, il est un peu, un peu dérangé quand même. Ouais, il est fou, quoi. Mais pas fou, il est vicieux. Oui, voilà, c'est un vrai vicieux. C'est un vicieux cultivé aussi. C'est pas une petite frappe, etc. C'est une espèce de gangster qui se veut un peu sophistiqué, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Dans la bande, il y a quand même J.K. Simmons. Et J.K. Simmons, on le répétera jamais assez, acteur très très populaire dans Super Ciné Battle. Oui, J.K. Simmons, moi c'est un acteur que j'adore, il a été sous-exploité jusqu'à l'explosion de Whiplash en fait. J'étais tellement content qu'il débarque dans ce film-là avec ce rôle-là, qu'il obtienne son Oscar. Enfin genre oui, voilà. J.K. Simmons ad vitam aeternam, quoi. Et c'était Jonas Jameson dans Spider-Man. Oui, aussi, c'est bien sûr, c'est donc, lui. Il sait faire les mecs qui gueulent. Il sait faire les mecs qui gueulent, il sait faire les mecs charismatiques aussi. Enfin, c'est Vernon Schillinger dans la série Oz. Voilà, enfin, c'est un acteur vraiment incroyable, quoi. Et il fait aussi le père dans Juno. Ouais, il fait le père dans Juno. Et il fait et à côté, il y a Marlon Wayans. Et ça donne un peu l'idée du grand écart. Je sais pas si c'est le plus mauvais Cohen, parce qu'il y a aussi Intolérable Cruelty. Est-ce que tu es Intolérable Cruauté? Je sais pas si tu l'as vu avec. Oui, j'ai vu Intolérable Cruauté. C'est George Clooney et Catherine Zeta-Jones. Moi, Intolérable Cruauté, moi je le défends, moi, par contre. Moi, je trouve que là, on est quand même dans le lotière de la carrière des frères Cohen, et en même temps, c'est pas nul, hein. C'est juste, on peut le zapper si on se fait la rétrospective. On peut zapper. Moi, je trouve que ça va un peu plus loin que ça, parce que je trouve que c'est un film qui est assez poussif sur un peu tous les aspects. C'est-à-dire que il y a beaucoup de moments qui sont censés être drôles, qui sont vraiment forcés. Le film, tu t'ennuies quand même pas mal au milieu. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est un film qui, je sais pas dans quel état d'esprit ils l'ont fait, mais c'est un film qui vraiment peine à aller jusqu'au bout, quoi. Je pense qu'ils avaient peut-être une idée de départ qui était sympa, mais la façon de le faire, enfin vraiment, on les sent pas impliqués, et je trouve que c'est vraiment un film qui est assez pénible à regarder, quoi. On va vous dire, on va le mettre. Tout simplement. Voilà, tout simplement. On l'a mis entre Harry Potter et la Chambre des Secrets et Monsieur merde. On l'a mis entre Harry Potter et la Chambre des Secrets et Shanghai Kid. Oui, voilà, exactement, ouais. Je trouve que c'est pas mal payé finalement, hein, comme classement. Il s'en sort pas si mal. Ouais, on s'en bat les steaks quand même de ce film. Oui, globalement, oui, on peut le résumer comme ça, on s'en bat les steaks. Bon, tu l'as deviné, le dernier film, tu l'attendais, tu l'as sur le bout des lèvres. C'est l'immense succès. Peut-être un de ses plus gros succès, je ne sais plus, il faudra vérifier. C'est Da Vinci Code de Ron Howard.
Oui, Da Vinci Code, oui, bah, je pense effectivement c'est l'un de ses plus gros cartons au box-office, enfin, parce que faut le rappeler, mais Da Vinci Code, avant d'être un film avec Tom Hanks avec un renard mort sur la tête, c'était un immense succès en librairie. Enfin, le bouquin c'est Dan Brown, hein, je crois que c'est ça l'auteur. Ouais. Le bouquin de Dan Brown, enfin. Impossible de passer à côté à l'époque. Je me rappelle, genre, tous les journaux en parlaient, tous les magazines, tout le monde avait. Enfin. Dans le métro, je me souviens, genre, tu prenais le RER, t'avais 3-4 personnes qui le lisaient Voilà. dans le. Alors dans que, le wagon, quoi, paradoxalement, je connais pas une seule personne qui ait lu le livre, mais pourtant, le livre était partout et il s'est vendu par des millions d'exemplaires. Et à tel point que, enfin, il y avait même des circuits touristiques qui étaient organisés, peut-être toujours encore, mais en tout cas à l'époque, qui étaient organisés dans la capitale, où des gens venaient visiter Paris, parce que le livre et le film se passent en grande partie à Paris et en France, et ils visitaient la capitale en fonction des différents lieux abordés dans le bouquin, des différents indices laissés. Ils suivaient, ils retraçaient le Da Vinci Code avec des guides touristiques. Donc c'était vraiment un phénomène. C'est complètement maboule. Vraiment à l'époque, c'était vraiment un truc complètement maboule. Donc forcément, le film qui arrive, et en plus le film est arrivé, je sais pas, genre 2-3 ans après à peine, hein, je crois, après le bouquin. Enfin, c'est genre super vite. Très vite, ouais. Genre super vite. Enfin, genre les mecs, ils ont vu le truc, ils ont fait ok, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc le film forcément a été encore sur la bonne vague du bouquin, et c'était un énorme carton aussi, quoi. Et c'était l'occasion pour Tom Hanks de côtoyer des grands acteurs français comme Jean-Pierre Mariel. Déjà, on va commencer par Jean-Pierre Mariel. Est-ce qu'il le côtoie ou il meurt avant? En tout cas, il côtoie son cadavre. Ah oui. Il était dans la même pièce que son cadavre. Il y a Jean-Pierre Mariel qui se fait assassiner dans le Louvre au début. Voilà. Et moi, j'étais un peu, triste, parce que Jean-Pierre Mariel, c'est un acteur que j'adore. Enfin, vraiment, c'est un type. Il pourrait me réciter le bottin, que je trouve ça passionnant. Et vraiment, c'est un homme exceptionnel. Enfin, en tout cas, un acteur. S'il faut, c'est un vrai connard dans la vie. J'en sais rien, mais en tout cas, en tant qu'acteur, c'est un acteur vraiment génial. Et il joue effectivement un rôle où il se fait assassiner. Et il se retrouve à poil, à moitié crucifié, dans le Louvre. Et donc, je fais Jean-Pierre Mariel, que fais-tu ici, bordel? Ça m'a fait très bizarre. Et donc, Tom Hanks, donc Jean-Pierre Mariel et Audrey Tautou. Voilà, Audrey Tautou. Sophie Neveu. Donc c'est un film quand même où on a Audrey Tautou qui speaks avec un accent français all the time durant tout le long du film. Et qui joue comme Audrey Tautou joue, c'est-à-dire que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, quoi. On peut dire qu'elle joue random un petit peu. Oui, on peut dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Globalement, je crois qu'elle est un peu perdue dans cette entreprise et elle ne sait pas ce qu'elle doit jouer. Alors je sais même pas, je sais pas si Ron Howard lui a donné beaucoup d'indications ou quoi. Mais genre, elle est, disons qu'elle n'apporte pas forcément un cachet énorme au film. Non, mais par contre, elle est un personnage très important. Elle est un personnage hyper important. Enfin, mais avant tout ça, il faut quand même parler de Jean Reno. Ouais, on va vous spoiler le film bientôt. Hein, oui. Voilà, mais voilà, comme grands acteurs français, on a aussi Jean Reno, forcément. Jean Reno, enfin, depuis Léon, voilà, c'était le The French actor qu'il fallait absolument que tout le monde ait. Max Tiernan l'a eu. Enfin voilà, tout le monde le prenait. Donc. Et là, il est le vénérable commissaire Bézu Fache. Voilà. Et qui en soi est un personnage pas forcément inintéressant, puisqu'en fait au début il fait le méchant, parce que globalement en fait on l'a dit, Jean-Pierre Mariel se fait assassiner dans le Louvre. Donc il est méfiant, il se passe un truc. On se dit, s'il a été tué, c'est que forcément quelqu'un l'a tué. Pas con le mec, hein, il a 20 ans de maison de police derrière lui, il sait ce qu'il fait. Et on soupçonne Tom Hanks de l'avoir tué, parce que Tom Hanks avait rendez-vous avec Jean-Pierre Mariel, et puis il y a des indices qui pointent vers Tom Hanks, etc. Puis derrière tout ça, on va découvrir qu'il y a en fait tout un complot, enfin littéralement un complot qui tourne autour de l'église, de Jésus-Christ, de Da Vinci et de ses œuvres. Voilà, et que... des indices laissés depuis des générations. Génération. Et qui mène aussi un Yamakasi, un moment. Oui, exactement. Joué par Paul Bettany. Paul Bettany, donc vous le connaissez tous, puisque c'est Jarvis dans Iron Man. Oui, et d'ailleurs, j'ai une théorie très intéressante, puisque Paul Bettany, en fait, dans Da Vinci Code, il joue un espèce de prêtre tueur qui parcourt l'Europe pour assassiner, en fait, des notables et des cadres d'une secte parallèle à l'église catholique. Et en fait, il est tout albinos, tu sais, il est tout albinos, oui. Et il aime se faire du mal. Et donc, moi, j'ai une théorie, c'est que, spoiler, le personnage de Paul Bettany meurt. Mais pour moi, le personnage de Paul Bettany ne meurt pas, en fait. C'est une mascarade, et son corps a été enlevé, il survit, et il est ressuscité dans le futur pour devenir
Priest, le film avec Paul Bettany en albinos qui tatane des vampires avec un crucifix. J'espère qu'on en reparlera un jour. J'allais dire, toi, t'as vu les deux suites de Da Vinci Code? Non, j'ai pas vu les deux suites de Da Vinci Code, mais j'ai vu Priest, dans lequel Paul Bettany reprend son rôle de Da Vinci Code, sauf avec du kung-fu et des CGI dégueulasses. Mais il est assez balèze dans celui-là. Voilà, et pour moi, ces deux films sont connectés. Je pense que c'est un univers partagé entre Priest et Da Vinci Code, ce n'est pas possible autrement. Je pense que, voilà, un jour, on va faire, je ne sais pas qui, Ron Howard va venir, il va faire le film qui va faire le lien, tu sais, entre ces deux films, parce que franchement, il y a un vrai potentiel de transformation de Paul Bettany là-dedans, quoi. Je pense qu'on peut l'appeler Da Vinci Code Suprématie. Mais oui, voilà, parfait. Et on écrit le scénario, ça nous prendra 2 heures, on envoie ça, et puis banco. En parlant de scénario, j'aimerais bien, la dernière fois, je crois qu'on avait parlé des directeurs photos. Oui, tout à fait. Et de la manière dont ils sont primordiaux à l'histoire. Aux États-Unis, il y a aussi un autre personnage important, c'est le scénariste. Ou les scénaristes, hein, parce que... Ou les scénaristes, je crois que c'est dans... c'est quel dernier blockbuster? C'est Spider-Man qu'on a vu ensemble. Oui, ouais. Dans Spider-Man, il y a 6 scénaristes, tu vois. Tu sens que c'est une œuvre faite à main levée au sein d'un bureau, quoi. Disons que globalement, pour donner une idée de ceux qui savent pas forcément comment se passe l'industrie, généralement quand t'as 6 noms au scénario d'un film, c'est pas que c'était 6 potes qui se sont réunis pour faire un scénario ensemble. Non, c'est qu'au départ il y en avait un. Puis ils étaient pas contents, ils en ont pris un deuxième, ils ont bossé ensemble, puis il y en a un des deux qui s'est fait virer, ils ont remplacé par un troisième, puis il y en a un quatrième qui est venu, il y en a un cinquième, puis au moment du tournage... Le réalisateur, il s'est dit, je vais aussi mettre ma... Et puis le réalisateur, il arrive le jour du tournage, il fait, oh mais ça va pas, il prend un sixième qui refait le travail des 5 premiers. Voilà, globalement c'est comme ça que ça se passe. Surtout pour les gros projets de gros studios, mais là, en l'occurrence, il y en a qu'un seul, et j'adore en parler, puisque c'est Akiva Goldsman. C'est un peu notre tête de turc, puisque... Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Puisque c'est lui qui a détruit beaucoup... I Am Legend, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Mémoire d'une geisha dont on a parlé. Et je crois qu'on a dit beaucoup de bien, en fait. Hein. Il me semble, je crois que... Mais attends, Akiva, vraiment, c'est escroquerie, quoi. Il a fait le Batman Forever, c'est lui. Oui, Batman Forever, il a fait 4 ou 5 films de Joel Schumacher, en fait. Oui, c'est ça, et puis il a fait... Le droit de tuer, tu vois, tout ça. Putain, c'est lui qui a fait l'inénarrable Jonah Hex aussi. Jonah Hex, oui, très très bon. Et d'ailleurs, au cinéma, c'était... très bon. Et d'ailleurs, vous voyez, donc c'est quand même un type qui a un CV très impressionnant, qui sait bien son métier de scénariste. On va d'ailleurs en parler pour le Da Vinci Code plus en profondeur, mais je vous encourage parce que cet été, il a fait le scénario de La Tour Sombre. Et vu la gueule du trailer... Putain, je fais mal au cul, quoi. Et vu la gueule du trailer et de la promotion, je pense que La Tour Sombre, scénarisée par ce mec, ça ne peut être qu'un très grand moment de cinéma, et je pèse mes mots. Et il a travaillé souvent avec Ron Howard, puisqu'il a fait Beautiful Mind. Donc, oui, Oscar. Beautiful Mind, c'est Un homme d'exception, c'est ça, avec Russell Crowe. Russell Crowe, ouais, tout à fait. Et j'ai oublié la fille, avec Russell Crowe. Mais je crois que moi mon scénario préféré de Akiva Goldsman, c'est quand même Le droit de tuer. Ah je sais pas si tu l'as vu, Le droit de tuer. Non, mais c'est une blague, Daniel. Ah, d'accord. Je me suis dit, sérieux. Est-ce que tu as vu Le droit de tuer? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, je vais te dire que j'aime le scénario de ce film au sens propre? Tu vois, si tu n'aimes pas Gran Torino. Ah non, mais non, on n'est pas du tout sur le même genre de considération. C'est... Non, mais oui, c'est... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, je pense que Le droit de tuer, on est plus dans la... Mais je pense qu'il faudra, quand on reviendra aux années 90, il faudra qu'on parle du droit de tuer, parce que c'est un film incroyable. On a parlé de plusieurs de ces films, hein. On a parlé de Batman et Robin. Oui, de Batman et Robin, mais vraiment, enfin, Le droit de tuer, en plus, c'est un Schumacher, enfin, vraiment, c'est un film qui mérite qu'on s'attarde dessus, quoi. Et là, bah, en l'occurrence, il fait le film qu'il peut, enfin, il écrit le film qu'il peut. Il faut le dire, le scénario est nul, quoi. Enfin, le film globalement, enfin, même Ron Howard, il est là, enfin, tout le monde est là en genre touriste. Enfin, c'est. D'ailleurs, ils sont à Paris, ils en profitent pour faire les stalls, j'imagine. C'est ça. Non, mais même jusqu'au coiffeur de Tom Hanks, ils sont tous là en mode je m'en bats les couilles, quoi. C'est vraiment incroyable. Et alors, il y a un moment, puisqu'il y a un suspense dans le film, on nous parle de descendance. Oui, parce que ça tourne autour du Graal, en fait. Enfin, l'idée, en tout cas, le MacGuffin au départ du film, c'est globalement Da Vinci a laissé dans ses tableaux, dans ses sculptures, des indices qui mènent jusqu'au Graal. Sauf qu'en fait, c'est tellement débile. Oui, genre. Non, mais tu sais quoi, en fait, ok, pourquoi pas. Si tu me dis le synopsis, ça a l'air génial. Et le problème, c'est qu'à l'exécution, c'est quand même super naze. Oui, parce qu'en plus, les énigmes, en fait, enfin, je sais pas, apparemment dans le bouquin, c'est quand même beaucoup mieux rendu, mais en tout cas, dans le film, les énigmes, elles sont vachement expédiées, et du coup,
tu sais, tu comprends pas où est le mystère réellement, parce que les mecs, ils arrivent, ils font 2-3 déductions, ils trouvent, ils passent à autre chose. Enfin, t'as vraiment un côté, genre, ok, très bien, c'est super évident. Enfin, il y a un truc, c'est très 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 mal rendu. Mais du coup, le twist, il est pas là. Le twist, il est. Mais le Graal, en fait, depuis toutes ces années, Indiana Jones nous a menti. Le Graal, ce n'est pas ce qu'on pense, hein, parce que le Graal, techniquement, c'est le calice qui aurait recueilli le sang du Christ au moment de la crucifixion. Sauf que là, non, ça a un sens beaucoup plus profond que ça, et c'est ce que essaie de nous réveiller Da Vinci Code. Et il y a un gros twist. Oui, il y a un énorme twist. Bon, spoiler là, les amis. Il y a un énorme twist. C'est qu'à un moment, on nous parle de descendance, des héritiers de Christ, de la probable héritière du Christ. Il n'y a genre Marie-Madeleine, et il n'y a qu'une seule personne féminine dans tout le film. Voilà. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que, rappelons, le film dure 3 heures. Imaginez 3 heures de votre temps que vous ne reverrez plus jamais. Et puis à un moment, voilà. Tom Hanks se tourne vers Audrey Tautou, il lui fait Sophie neveu, vous êtes l'héritière du Christ. Et là, elle le regarde et elle lui fait ah bon? Family. Mais c'est littéralement ça. C'est une bêtise, putain. Et surtout, voilà, comme on dit, c'est tellement mal écrit que, en gros, on te révèle pile au milieu du film. C'est-à-dire qu'au bout d'1h30 de film, quand la plupart des films sont déjà finis, là, ils commencent à peine à te révéler le truc, et ils te disent, oui, le fils a un ou une descendante. Et puis là, d'un seul coup, tu regardes le casting, tu fais, mais en fait, il n'y a qu'un seul personnage féminin de tout le film. Donc, genre, c'est elle. Mais non, ils vont quand même passer 1h20 derrière à ménager le suspense et à te révéler à 10 minutes de la fin, genre oh, on s'en doutait trop pas que c'était la seule fille du casting, la fille du Christ. Genre c'est absolument nul. Enfin, c'est amené avec des sabots, mais même pas moi je marche comme ça avec des sabots, quoi. C'est hallucinant. Et alors, on va vous dire, c'est le film le moins bien classé de cet épisode. Oui, c'est un film. C'est un film qui est très mal. Enfin, il est pénible à suivre. Enfin, c'est super chiant, c'est super con. On l'a mis entre Wicker Man et Garden State. Voilà, et je pense que c'est gravé dans le marbre. Je pense que c'est gravé dans le marbre. Mais ça veut dire qu'il est à 2 places seulement, 10 no good quand même. Voilà, mais c'est du même acabit, hein, quasiment. C'est vraiment 3 places de Daredevil. Non mais vraiment, est-ce que t'as un seul moment de Da Vinci Code que tu sauverais, toi? Ah bah oui, à ce moment-là où elle fait ah bon? Et là, ça m'a vraiment fait rire. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la preuve qu'avec beaucoup d'argent, on peut aussi faire de la brave merde, quand même. Oui, c'est l'argent, et même le talent, parce que dans l'absolu, alors Ron Howard, c'est pas le cinéaste du siècle, hein, mais Ron Howard sait faire des projets corrects. C'est plutôt un yes man maker, quoi. C'est un yes man maker. Bah d'ailleurs, il a été propulsé récemment sur la préquelle Han Solo là de Star Wars. Encore une riche idée. Je pense que le projet va être très bien parti, il est parti sur des rails qu'il faut. Voilà. Mais Ron Howard, disons que c'est vraiment pas un grand cinéaste, quoi que ce soit, mais parfois il a des petits éclairs. Voilà, il sait mener certains projets à bout. Bah, ne serait-ce que, on reprend Tom Hanks, Ron Howard, voilà, le Apollo 13, c'est un film tout à fait correct, quoi. Donc moi, mon Ron Howard préféré, dans les récents, j'ai bien aimé Rush. Oui, Rush, voilà. Rush est super. Rush est vraiment bien. Voilà, en fait, il est très bon quand il faut faire les années 70, les périodes où il était dans Happy Days, quoi. Voilà, les périodes où lui était acteur et star, il les a vécues vraiment de l'intérieur. Donc voilà, il sait de temps en temps, voilà, à trouver le bon angle et faire des films qui sont tout à fait corrects. Là, Da Vinci Code, bah, c'est pas le cas. Et vraiment, il y a rien, même au niveau de l'image, au niveau du rythme et tout, enfin il y a rien qui fonctionne, et je crois que même lui il n'en avait pas grand chose à battre, quoi. On lui a dit écoute Ron, tu veux toucher 60 millions de dollars? Ouais, ok. Et puis voilà, il est parti faire son truc, et c'est pareil, Ron Howard, voilà, il y a des scènes de violence. Moi, ma scène préférée, c'est quand Paul Bettany, tu sais, il a une espèce de, il a une espèce, comment ça s'appelle, d'armure, enfin, non pas une armure, de chaîne autour de côte. Voilà, du corps, ouais. Voilà, il a une chaîne autour de la cuisse avec des pointes parce qu'il souffre, tu vois, c'est ça. Non, pour se faire souffrir. Bah oui, parce que pour se faire souffrir, c'est la flagellation façon SM. C'est la pénitence, quoi. Et c'est ma scène préférée du film, c'est quand il retire la chaîne et qu'il la place sur l'autre cuisse. Et voilà, Paul Bettany à poil qui se fait souffrir en se faisant saigner la cuisse. C'est mon préféré de tout Da Vinci Code. En albinos. En albinos, rappelons-le, en albinos. C'est hilarant. On remercie Loïc. Et
Loïc et Louis. Loïc et Louis pour leur liste. Tout à fait. On les remercie une deuxième fois, puisqu'on les refait une deuxième fois. C'est peut-être les gens qui ont été le plus remerciés de tout Super Ciné Battle. Je sais pas si tu te rends compte du coup. Et on va passer à une autre liste. Une liste pleine de films de qualité, comme tu t'en doutes. Ah oui, je me rappelle qu'on avait tapé très très haut dans la qualité du cinéma. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Odilon. Merci Odilon pour ta liste. Et c'est une liste qui s'intitule Moine nazi ninja contre flic moisi. Oui. La Yamakasi exploitation. Puisqu'on aime bien prendre un mot et rajouter exploitation derrière. Oui, exactement. Et on le fait avec un très grand plaisir. Et on commence avec Rivière pourpre 2. Voilà, les Rivières pourpres 2. On a déjà parlé du 1, signé Mathieu Kassovitz, Jean Reno, Vincent Cassel. Voilà, et maintenant on passe à la suite. Et alors là, je vais te dire un truc, c'est ma Madeleine de Proust. Parce que je pense que c'est un des films les plus nuls. Et en même temps que j'adore regarder, et surtout j'adore le raconter. On a toujours, enfin, je sais pas toi, mais il y a toujours un film que j'adore raconter de bout en bout, scène par scène. Parce que ça fait des années 80, mais oui. Et ben moi, le mien, c'est Rivière pourpre 2, parce que j'ai un gros trauma. Donc c'est réalisé par Olivier Dahan. Et c'est un film qui commence, il y a pareillement, en fait, il y a 2 enquêtes parallèles. Voilà, tout à fait, ouais. Et elles se recoupent, sauf que ce coup-ci, c'est pas Vincent Cassel, c'est Benoît Magimel, très connu pour son rôle dans Marseille. Tu trouves pas que c'est anormal qu'on se touche le zob en parlant de Picasso? Je fais l'accent aussi bien que lui, même mieux. Je pense que tu fais un meilleur accent que Benoît Magimel, ouais. Pastaga. Oh, Kong. Ouais, c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Et le commissaire, donc, joué par Nimance, qui est joué par Jean Reno. Et c'est un film bourré de plein d'acteurs, et de ninjas, et de Yamakasi, sur fond de paranoïa religieuse, comme Da Vinci Code. Comme Da Vinci Code, et c'est vrai, je me rappelle maintenant, c'est vrai que c'est un épisode très Jésus-Christ, très post-apocalyptique, non, même apocalyptique tout court en fait, parce c'est pas le seul, on va parler beaucoup de Jésus-Christ, de l'apocalypse, de ses fervents zélotes. La première chose qui se passe dans le film, c'est il y a un mec qui porte une croix, qui ressemble à Jésus, il porte une croix sous la pluie dans la rue, et il y a la voiture de flic qui le défonce, littéralement, qui est sur le point de l'écraser, et là, le flic sort en disant « Bah alors Jésus, on traverse plus dans les clous ?» Oui, et je pense que c'est un grand... Et je pense qu'en termes de note d'intention, tu vois... la note d'intention, c'est vraiment la scène ou le moment qui définit tout le ton du film. Hein, en termes techniques, et ben la note d'intention, elle est là. Et je pense qu'elle est indépassable. Et alors, c'est un film qui, rappelons-le, a été écrit par Luc Besson. Rien à voir avec le roman de Franck Granger. Ça, c'est une œuvre originale de Luc Besson. Et attention, œuvre originale de Luc Besson. Voilà. Première séquence, il y a un dealer. Il sort de chez lui et dans une voiture, il y a comment il s'appelle, Magimel en filature. Oui, voilà. Et Magimel, il dit à son pote flic, il dit « Ouais, ça fait combien de temps qu'on est là ?» Il lui fait en filature, il fait « Oh, ça fait 6 mois. » Et il fait « Oh, j'en ai marre. » Oui, voilà, j'en ai marre. Mais c'est littéralement simple, c'est-à-dire que le type, il est en filature, tu comprends pas très bien pourquoi, mais globalement, c'est un truc important, il fait « J'en ai marre », il se lève, et qu'est-ce qu'il va faire ? Il se lève, il rentre chez le dealer, il rencontre sa meuf qui se caresse devant Benoît Magimel pour aucune raison. Mais si, c'est pour montrer qu'il a un charisme animal et qu'il plaît aux femmes, voilà, Daniel, enfin, évidemment. Un peu de subtilité, forcément ça t'échappe, toi, voilà. Ah bah avec Magimelu, comme on l'appelle au Japon. Et là, tout soudain, le dealer arrive, et il lui casse la gueule, pour montrer qu'il est badass. Et il l'arrête alors qu'ils l'ont pas pris en flag, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. C'est juste le type, il s'est fait casser la gueule, donc du coup il se fait arrêter. Du coup, ça n'a aucun. C'est aussi intelligent que les inconnus quand ils font les policiers. Les policiers, voilà, exactement. Ta gueule, connasse, t'as appelé les flics. Pardon monsieur, nous allons revenir, ce n'est pas nous. Désolé de vous avoir dérangé. Exactement. Et le film va de non-sens en non-sens, voilà, exactement. puisque donc il va retrouver Jean Reno. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a des meurtres mystérieux, donc dans la Lorraine, qui continuent. Et par exemple, ils retrouvent le corps. Tout d'un coup, il y a les murs qui saignent. Alors, on se dit, oh là là, quel drame, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils découvrent qu'il y a un mec qui s'est crucifié de l'autre côté du mur. Dans le béton. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi un type à un moment donné qui se fait recrucifier par des arbalètes, par justement les fameux moines ninja qui se révéleront être nazis par la suite. Attention, c'est compliqué, il faut suivre, hein, les enfants. C'est le scénario Luc Besson, c'est pas de la merde. Hein, il y a beaucoup d'implications. Les mecs, les mecs, vous savez qu'à quel point j'adore les taxis, décrypter les taxis. Mais ce scénario-là,
C'est le meilleur scénario de Luc Besson. Oui, voilà, Ok. Si, par meilleur, on entend le plus ridicule, c'est celui-là. C'est le plus Luc Besson. Il y a beaucoup d'implications à la fois éthiques, j'ai envie de dire, religieuses, sociologiques, morales, physique et un peu de super pouvoir aussi, puisque nous allons le voir. Et j'ai envie de dire même philosophique, parce que finalement tous les tenants de la logique moderne depuis l'Antiquité sont bousculés par ce que nous propose Luc Besson dans son scénario. Revenons-en à ce mec crucifié dans le mur, et donc du coup, Jean Reno va mener l'enquête, et il va chez une dame, il y a son bébé qui est... Enfin, son bébé, il a son petit gamin, il a 5-6 ans, il joue là, et il faut annoncer à cette dame que son mari est mort crucifié dans le béton, et là il commence à le dire, et il y a le gamin juste à côté. et là, la mère, elle se dit, votre mari a été retrouvé crucifié dans un mur et tout, et là... la mère, elle fait... Et là, elle prend son gamin et fait... va manger du Nutella, mon petit. Tu vois, c'est à ce niveau de... tout ça a été bien préparé, quoi. Tu vois, il y a plein de liens logiques qui sont vraiment bizarres. Et donc, le petit gamin, il va jouer. Ensuite, il rencontre Johnny Hallyday, qui est borgne et qui lui donne des indices super importants pour son enquête. Oui, le Deus Ex Hallyday. Ouais, exactement. Deus Ex Hallyday, tu sais pas quoi faire dans ton scénario, tu rajoutes à Johnny Hallyday. Et en fait, on le comprend, et attention, c'est à se pisser de rire, c'est qu'en fait, les ninjas, là, les moines ninjas, pour aucune raison particulière, sont décidés à tuer 12 personnes qui sont en fait des potes et qui portent exactement les mêmes prénoms 12 des apôtres. Prénoms que Voilà. les apôtres de Jésus. Ce qui est genre, quel est le facteur chance que 12 mecs dans une même secte portent les 12 mêmes noms que les apôtres? Putain, je viens de taper mon micro tellement je trouve ça con. Et c'est génial parce que du coup, il va aller chercher, il se dit, il faut aller combien il y a de Barthélemy dans la Lorraine? Mais et tu sais, quelque part, je me dis, est-ce que quelque part, on n'apprendrait pas à un moment donné que dans Da Vinci Code, en fait, le commissaire Fache n'est autre que le commissaire Niemans qui a déménagé et qui a changé de nom. Oh, mindfuck! T'as vu ça? On n'y avait pas pensé lors de premier enregistrement. Mais oui, c'est évident. C'est évident que c'est évident. Ah putain, Bézu Fache, et en fait, c'est commissaire Niemans, c'est la même personne, le même personnage. Et donc, c'est génial parce que Jean Reno, il va au supermarché parce qu'il y a un des mecs. Et il va dans le bureau, là, les caméras surveillance, et il y a un mec qui s'appelle Barthélemy et qui s'occupe du rayon, je sais pas, du rayon surgelé, quoi. Et là, tout d'un coup, il y a les ninjas qui arrivent pour le tuer. Et là, il prend le micro, il fait « Cours, Barthélemy, cours !» Mais t'imagines les flics comme ça, les flics de Lorraine, on leur dit « Les gars, prenez l'annuaire, cherchez-moi tous les Barthélemy du département, s'il vous plaît. » Ça n'a aucun sens. Et en plus, pourquoi on les tue, on sait pas vraiment. Non, parce qu'en fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait... C'est que ça n'a aucun rapport avec le projet final du méchant. Et c'est ça qui est gênant, c'est qu'en fait, si tu regardes bien tout le film, c'est que t'as tous ces meurtres qui, finalement, le méchant, il aurait pu mener son projet sans, et de toute façon, la résolution du film n'a pas besoin des deux héros. C'est-à-dire que c'est un film, en fait, le méchant, il aurait fait son truc dans son coin sans tuer personne, ça n'aurait rien changé pour personne. Et on va vous expliquer pourquoi, parce que j'adore expliquer ce film, putain. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il y a une clé qui mène à une porte secrète. On sait pas où en Lorraine, mais la ligne Maginot n'est pas loin. La ligne Maginot. D'ailleurs, après, je parlerai de ma scène préférée quand même, qui est liée à la ligne Maginot. Attends. Voilà, il y a plein de trucs, quoi. Je veux parler de Serge Riaboukine qui joue sans doute un collabo avec la secte ennemie, et Magimel et Niemans vont le voir et ils lui montrent la clé que eux ont volé. Et là, Serge Riaboukine il joue le prêtre, il voit la clé, il fait, mais c'est pas possible, c'est nous qui l'avons la clé, et la porte ne doit pas être ouverte avant minuit. Oups, boulette. Genre le mec il vient de... Oups, boulette, et là devant sa connerie, il se suicide. Ça n'a aucun sens. Et les moines ninjas sont super puissants, ils résistent aux balles, on sait pas pourquoi, et à la fin on le sait, c'est parce qu'ils étaient sous amphétamine qui font résister visiblement les armes à feu, ça les rend insensibles. Voilà, c'est peut-être finalement lié lui aussi à Wonder Woman, le film, où il y a un peu le même trip de super soldats avec des amphétamines, on sait pas, tu vois, je pense que tout ça c'est un grand univers partagé, Daniel, et que nous ne faisons que frôler la surface. Ce serait tellement bien que Wonder Woman débarque dans Rivière pour 2. Pour 2, ce serait génial. Et alors, il rentre dans la ligne Maginot, dans laquelle, et attention...
Oui, et là, voilà. Il y a le grand méchant, et le grand méchant est là, joué... ça fait vraiment mal au cœur, parce qu'il est joué par Christopher fucking Lee. Voilà. Christopher Lee, paix à son âme. Christopher Lee, enfin, c'est la figure emblématique du cinéma fantastique et d'horreur. Enfin, voilà, c'est un immense acteur. C'est bon, il a joué le comte Dooku aussi, mais bon, on s'en fout. Oui, Mais il a joué un super méchant dans James Bond. il a fait beaucoup de trucs, mais bon, c'est quand même un type genre emblématique du cinéma, du cinéma, et genre tu le vois en grand méchant des Rivières Pourpres 2, tu fais mon Dieu. et donc il arrive dans la ligne Maginot, il ouvre un bouquin, si je me souviens bien, et le fait d'ouvrir le bouquin, Oui. ça déclenche un truc qui inonde la ligne Maginot. Voilà. C'est ce que tu expliquais, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les méchants allaient mourir en Oui. mourant comme des débiles. En mourant tout seul en plus. Alors- C'est Magimel et Reno n'ont servi à rien dans l'histoire, sauf à un moment, il y a l'eau qui arrive contre eux, et là il dit oh non putain la porte est bloquée, comment faire? Et là Magimel évidemment, dit j'aime à droguer. Jean Reno, il dit prends une amphétamine. Et il prend l'amphétamine, visiblement l'action est immédiate, ils arrivent à ouvrir la porte et ils sortent de la ligne Maginot qui est complètement inondée, les méchants meurent, et c'est tout. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que t'imagines quand même les braves soldats français, hein, qui, au moment de l'entre-deux-guerres, se disent on va construire la ligne Maginot, mais au cas où, on va stocker des lacs secrets sous la terre pour tout inonder, parce que voilà. Non mais d'où elle vient cette flotte, et quelle était la raison de cette flotte à la base? Quelle idée Qu'est-ce que ça vient foutre là? de faire en sorte que la ligne Maginot soit inondable. Oui. Genre- Pourquoi? On sait bien qu'elle a été vaincue facilement par les Allemands, mais lui Même pas- donner- En fait, ils l'ont contourné. Hein. Spoiler, ils sont passés à côté. Voilà, ça n'a pas posé de problème. Quoi. ils ont passé au-dessus, ils ont fait oups là. Et je pense que c'est le meilleur film d'Olivier Dahan. Ah oui, non mais je pense aussi que ça fait partie de ses meilleurs films. Non mais moi là, je disais, ma scène préférée, c'est à un moment donné, t'as Jean Reno qui poursuit en voiture ces fameux moines ninja nazis sous amphétamine. Et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, genre littéralement dans un virage dans la forêt, il y a une tourelle qui sort du sol, donc a priori une tourelle de la ligne Maginot, j'imagine, avec des armes automatiques qui se met à canarder, je sais pas, ça dure 2 minutes sur la bagnole de Jean Reno. Jean Reno n'a aucune égratignure, la tourelle rentre dans le sol, aussi subrepticement qu'elle était apparue. Et Et il t'as tout le monde- n'enquête pas. Il enquête pas, et personne enquête. Le mieux, c'est que t'as tous ses collègues qui viennent, mais genre t'as tous les flics qui débarquent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah là, il y a une tourelle qui est sortie, elle m'a tiré dessus, elle a failli me tuer. Et genre déjà, ça n'inquiète personne, c'est-à-dire que personne se dit ouais, ok, la tourelle est sortie toute seule. Qu'est-ce qui l'empêche de ressortir maintenant que tout le monde est là? Et Ça n'inquiète personne. il y a peut-être des enfants qui jouent dans la Oui, forêt. oui, mais genre... Et donc tout le monde s'en bat les couilles et ils font bah tant pis, ils se sont échappés et personne n'enquête sur cette putain de tourelle qui est sortie du sol. Pourquoi, comment, on ne saura jamais. C'est incroyable. Spoiler, ce film est classé très bas, mais je l'aime. Oui, voilà. Non, C'est un nanar. C'est vraiment un nanar, et dans le sens essentiel du terme, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas être un nanar, et effectivement, c'est tellement nul que ça en devient génial. oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est la suite des Rivières Pourpres, et il y avait quand même derrière une ambition de cinéma français de genre qui était comment dire, voilà, c'est-à-dire ouais, nous aussi on peut faire des polars un peu rugueux à l'américaine, tu vois. Enfin, c'était vraiment ça le contrat de départ, quoi. Et le truc, c'est l'apocalypse du cinéma, littéralement, quoi. On l'a mis juste au-dessous de Die Another Day et des Larmes du Soleil. Voilà, et je pense que c'est une bonne place pour ce film psychotronique. Ah, je ne saurais trop... Si vous voulez vraiment un nanar, ça en est un authentique, quoi. Et il est un nanar XXL. Oui, voilà, c'est ça. Mais en plus, ça coûtait une tonne de pognon. C'est les meilleurs. C'est les types, ils font tout pas comme il faut. Vraiment, ils cochent toutes les cases à l'envers. Enfin, faut le voir pour le croire, quoi. Mais ils sont rentrés dans leurs frais, hein, quand même. Ah oui, oui, ça. Succès box-office. Ah, c'est pas parce que tu fais un film de merde que ça marche pas. Ça n'a rien à voir. À la Besson, c'est-à-dire, il sait quand même faire un succès. Mais. Enfin, on dit ça, mais attends de voir Valérien. Attends. Hold that thought, comme on dit. Deuxième film de la liste d'Odilon. C'est Taxi 2. Eh oui, Taxi 2. Con nichon. Wow. Voilà, Con Nichon A. Donc c'est le taxi raciste envers les Japonais, qui sont tous des ninjas et qui voilà. Et je pense que ce film a fait souffrir beaucoup d'enfants asiatiques, parce que pas seulement japonais, mais juste le fait d'être vaguement asiatique, même au 4e degré, ça a suffi à ce que dans toutes les cours d'école, on leur dise Con Nichon A. Alors j'ai été justement au moment de sa sortie de ce film sur la Tour Eiffel, puisque je faisais la visite guidée de Paris à un pote.
un pote venu du Japon. C'était sa première fois en France. Ah, il l'a pas regretté, j'imagine. Et il y a plein de petits gamins qui sont arrivés en lui faisant condition A. Et il m'a dit, c'est plutôt sympa comme accueil. J'ai fait, non. Laisse-moi t'expliquer ce qu'il y a derrière. Énorme carton pour Taxi 2. Et la suite de Taxi, hein, attention. Et j'aime rappeler que, quand même, il y a un truc dans ce film, c'est que c'est le plus bête, c'est le plus con, et c'est le plus raciste, et c'est donc un peu le meilleur, en fait. Oui, voilà, exactement. C'est que le jour où ils ont décidé que ça devait être moins con, moins raciste, moins bête, bah c'est devenu moins bien, simplement. Ça fonctionnait pas de la même façon. C'est effectivement, je pense, c'est le Taxi où ils sont allés au bout du concept, et comme tu dis, ils sont vraiment allés à fond dans tout leur truc, et que finalement, c'est ça qui fait que c'est le Taxi sous sa forme finale, quoi. Enfin, c'est celle dans sa forme finale, c'est vraiment ça, quoi. C'est un film qui vraiment hallucinant de conneries, mais genre c'est à un point qui dépasse l'entendement. Et alors, quand la connerie est maîtrisée par Bernard Farcy, c'est quand même très réjouissant. Bernard Farcy, je veux dire que c'est vraiment le seul truc qui fait que globalement tu te dis bon ok, j'ai pas complètement perdu tout mon temps en fait. Enfin, voilà, Bernard Farcy, je pense que parce que faut voir d'un côté t'as Samina Seri qui, je pense Samina Seri lui est à fond à 100% dans son rôle, dans son côté superstar et super porte-étendard de Marseille, etc. Enfin, je pense que Samina Seri n'avait pas le recul et sans doute pas le recul nécessaire pour apprécier le ridicule de la situation. Le talent peut-être aussi. Oui, ou peut-être pas le talent ou l'intelligence ou peu importe, mais en tout cas, Samina Seri était à fond dedans et je pense qu'il était fond premier degré. Par contre, Bernard Farcy, je pense lui il a compris dès le départ qu'il était dans les gendarmes. Voilà, exactement, c'est ça. Il est dans les gendarmes sous amphétamine, quoi. C'est vraiment ça. Et il a compris où est-ce qu'il mettait le pied. Donc du coup, il se dit balèque. J'y vais à fond, je fais mon truc à ma façon, n'importe comment, et c'est le seul moment, enfin c'est vraiment le seul truc réjouissant du film, quoi. Parce que sinon, le reste du temps, ça reste quand même du Taxi, c'est-à-dire, à part le racisme, il y a Frédéric Diffenthal qui a moins de rôle à jouer qu'à d'habitude encore. Oui, il est plus faire valoir qu'autre chose, quoi. Et il sort donc avec Petra, donc le couple le moins, genre complètement out of his league. Petra donc policière suédoise, hein, c'est ça. Encore une des grands classiques des actrices du suédo-norvégienne de Luc Besson, c'est-à-dire il a un chic pour choisir ce genre d'actrices qui savent pas encore très bien parler français quand elles commencent. C'est leur côté vulnérable, du coup. Ça leur donne un côté, ce que j'appelle plutôt dictée magique. Non, mais tu crois que tu vas faire bien, Émilien? Non mais c'est ça, mais je pense que dans la logique de Luc Besson, il se voit en Pygmalion en fait, c'est aussi ça, ouais. C'est la seule position que ça lui donne, quoi. Et c'est dans celui-là donc que le ministre japonais se fait enlever et que Émilien et Daniel, puisque c'est son nom. Oui, Daniel. C'est ça. Rigole pas, je connais d'autres Stéphane. Hein. Alors, Daniel, loin. Alors, tu me connais. Franchement, c'est pas du tout mon genre de faire ce genre d'assignation. Alors là, vraiment, je suis presque choqué. Tu vois, tu veux penser que je puisse. Sinon, c'est quoi? J'appellerai ta femme Petra la prochaine fois que je viens. Et Marion Cotillard a de moins en moins de trucs à jouer. Alors, mais je crois qu'en plus c'était peut-être une volonté de Marion Cotillard. Hein, Je sais pas. Je crois que c'est surtout que elle était plus vraiment dans l'organigramme. Je pense que quand ils ont écrit celui-là, donc écrit par Luc Besson, ils se sont dit c'est vraiment Samina Seri le centre de l'histoire. Et après tout, c'est un avis, hein, mais ah non, mais non, enfin, ouais. je pense que de leur point de vue, c'était logique parce que, comme on a dit, vraiment, ce qui fonctionnait dans le premier Taxi, ce qui fonctionnait d'un point de vue commercial, c'était la fierté marseillaise, quoi. Et la fierté marseillaise. C'est arrivé au moment de ce qu'on appelle d'une espèce de Marseille Pride. Voilà, entre IAM, l'OM, et il y a eu tout d'un coup Taxi, voilà. Taxi, voilà, et c'était après la France de 98 qui gagnait. Dans le genre, t'avais vraiment un côté, Marseille. C'était le top niveau, et le personnage qui incarnait ça vraiment, c'était Samina Seri, donc du coup ils ont mis le paquet dessus, quoi, pour la suite. Et Besson a mis un de ses boys à la réalisation, c'est Gérard Krasvik, donc oui, tout à fait. C'est vraiment un soldat de Besson. J'ai du mal à comprendre sa personnalité en termes de réalisation, mais je suis même pas sûr qu'il en ait tant que ça. Non, je veux dire que Gérard Pires, au moins, Gérard Pires, ouais. il existait avant Besson déjà. Ouais. Déjà, ça c'est un point qui est très Besson important. On était fan au moment où il l'a récupéré. Voilà, c'est effectivement, on va remettre. C'est lui qui est venu le voir. On va mettre les choses en place. Effectivement, c'est que Gérard Pires, donc le réalisateur du premier Taxi, c'était quelqu'un.
c'était pas non plus quelqu'un au sens institutionnel. Hein. Le type, il a jamais fait des films reconnus par tout le monde. Il a jamais voilà. Mais c'était personnel, on va dire. Voilà, c'était un type qui faisait des films avec son univers particulier. Enfin, c'était quelqu'un qui avait construit quelque chose. Et effectivement, Besson est allé le chercher parce que c'était Gérard Pires et que Besson adorait ce qu'il faisait, quoi. Donc, c'était pas du tout le même rapport qu'avec Gérard Krasvik, qui là est un esclave docile, qui est là, qui est pas là. Finalement, tout le monde s'en fout, quoi. Et il y a deux choses importantes. Alors, une plus rigolote, c'est donc quand Petra se fait enlever. Alors, c'est un film aussi passablement misogyne. Hein. Ah non, non. Alors, je t'arrête tout de suite. Petra se fait enlever alors qu'elle est dans les toilettes et il y a plus que sa culotte. Et ça nous donne un prétexte à faire des gags, je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est que en fait, ce qui est de marrant dans ce film-là, c'est qu'on est face à des hommes a priori dans la trentaine, qui ont visiblement un certain passé relationnel avec le sexe opposé, mais qui sont subjugués par la découverte d'une culotte dans les shots, et qui littéralement sont bloqués dessus, quoi. L'humour est vraiment 8-10 ans, grand maximum. Ah oui, c'est encore, je pense que c'est même moins que ça, enfin c'est 8-10 ans, tu vois, c'est 8-10 ans, c'est CM1, CM2. En CM1, CM2, ils sont passés à autre chose. Hein. C'est avant, quoi. C'est vraiment, c'est très, très, très bas. L'autre chose importante de ce film, c'est quand même le décès du caméraman. Voilà. Qui, à cause d'une cascade mal menée, et alors, il faut le dire, c'est que le responsable des cascades, c'est Rémi Julienne. Donc Rémi Julienne, c'est la légende de la cascade automobile. C'est le dieu de la cascade. Il a fait il a fait presque tous les James Bond jusqu'aux années 90. Hein, même plus, je crois qu'il a jusqu'à GoldenEye. Oui, GoldenEye, c'était lui encore. Et voilà, enfin, et pour donner une idée, c'était vraiment une référence mondiale. C'est-à-dire que Rémi Julienne, c'était un type qui avait travaillé pour tout le monde dans plein de pays, pour plein de pubs. À l'époque où tu pouvais faire des pubs, notamment pour la Peugeot 205, tu sais, les pubs où tu avais le droit d'utiliser la vitesse comme argument de vente. Oui, parce que maintenant c'est interdit pour des raisons assez évidentes, mais c'était à l'époque où on se posait pas autant de questions. Moi je me rappellerai toujours de la pub avec la Peugeot qui dépasse la locomotive lancée à pleine vitesse et qui la double sur le passage à niveau. Bah voilà, c'était un type qui faisait de la vraie cascade bien réglée et tout. Enfin, il a participé à plein de... Et Fantomas, il a commencé sur Fantomas. Oui, Fantomas, et plein de polars italiens des années 70, ces polars un peu déviants. Il avait fait plein de cascades pour eux. Enfin voilà, c'était vraiment quelqu'un hyper important dans le cinéma moderne, quoi. Et vraiment, les Américains, comme les Français, enfin vraiment, il a fait le tour du monde. Et... Oui, il a marqué le cinéma de son empreinte. Enfin, je veux dire, voilà, c'était vraiment le cadre de son domaine, quoi. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a un décès par un accident sur le caméraman. Et Rémi Julienne, le seul décès de sa carrière, c'est Taxi 2, quoi. C'est Taxi 2, ouais. Il est pris de remords. Et ce qui se passe, c'est que il avoue tout. Enfin, il avoue pas tout, mais il prend tout sur lui. En fait, voilà. Il est vraiment rongé par le remords. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, si tu vas le voir, Rémi Julien, je pense oui. Il l'a vécu de manière horrible parce que il sentait responsable. Et il a porté le chapeau. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, il a vu les déclarations, genre, et EuropaCorp lui a dit, bah non, mais t'inquiète pas, on est avec toi. Ensuite, il a vu les déclarations des mecs d'EuropaCorp et de Luc Besson, et il s'est dit, mais putain, les mecs, ils sont en train de me charger pour évacuer toute la responsabilité du studio. Et là, il dit, ah non, ça va pas se passer comme ça. Et en même temps, les familles de la victime étaient pas satisfaites du résultat, puisque cette manière, EuropaCorp s'était complètement délesté de toute responsabilité. Le jugement est repassé au tribunal, et là, EuropaCorp a été condamné pour homicide involontaire. Mais il faut quand même voir qu'en première instance... Ce qui n'a pas dédouané Rémi Julien, mais qui, en tout cas, a rééquilibré la balance. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que dans et c'est assez documenté, cette histoire, c'est que la cascade, en l'occurrence, qu'il faisait, normalement, il devait avoir des stunts de préparation, en fait. Comme toutes les cascades, en fait. Enfin, on fait les cascades à vide. On les répète. Enfin, voilà, l'idée, c'est que les cascades, on les fait à vide, on les répète à échelle 1 pour 1 dans des carrières ou dans des trucs, dans des lieux abandonnés, loin de toute contrainte, voilà, pour vérifier qu'à un moment donné... Pas sans caméra, parfois, voilà. Ou avec différents... D'abord, on les modélise sur 3D, généralement. Et ce qui se passe dans ce cas précis, c'est qu'il devait avoir
une version de bêta de la cascade, et pour des raisons de budget, ça lui a été refusé, c'est pour ça qu'il a refait condamner derrière EuropaCorp, c'est que pour des raisons de budget, on lui a refusé ce stunt, et on parle d'un truc à 50 000 francs. C'était des francs à l'époque. Oui, sur des budgets qui sont 100 fois plus. Enfin, genre, c'est une goutte d'eau, quoi. C'est vraiment la goutte d'eau. C'était même pas c'est pas le prix des cacahuètes de l'avant-première du film. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, pour des raisons vraiment de budget, et c'est vrai que les films EuropaCorp fonctionnent aussi parce qu'ils sont pas chers à faire. C'est ce qu'on appelle les versions pakistanaises, c'est Hollywood pakistanais, c'est-à-dire il fait pour pas cher ce que les autres font pour très cher, et il en vend assez pour refinancer les autres derrière. C'est comme ça que la logique de Tekken fonctionne, quoi. Oui, puis de toute façon c'est un truc qu'il a pris du cinéma asiatique, parce que c'est vraiment leur credo aussi, c'est ok, nous on fait des trucs super impressionnants, ça nous coûte que dalle, on vous le vend pour pas grand chose, par contre on en vend des tonnes. Bah voilà, il a repris ça à son compte, quoi. Plus de 10 millions d'entrées en France quand même, hein. Faut voir c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et donc du coup oui, c'est aussi celui où la bande son est moins intéressante aussi, puisque du coup Akhenaton était un peu moins dans le coup, et là ils ont demandé à des rappeurs plus jeunes, c'est-à-dire il y avait à l'époque jeune, This is La Peste. Tu connais This is La Peste? Oui, je connais. Faf la Rage. Oui, alors figure-toi que This is La Peste, c'est peut-être le seul rappeur que j'ai vu en concert malgré moi. Ah. C'était à l'époque. Festival. Voilà, exactement. C'était à l'époque où les Eurocaines de Belfort, c'était ce que c'était dans le titre, c'est-à-dire que c'est un festival de rock. Et puis au tout début des années 2000, ils ont commencé à s'ouvrir à un peu plus de gens. Et genre, t'avais This is La Peste qui était coincé au milieu d'un programme entre Sepultura et les Red Hot Chili Peppers. Enfin, il était vraiment pas et j'imagine qu'il était pas honteux parce qu'il est plutôt bon. Non, en fait, alors le truc c'est que il était pas à sa place dans le sens où globalement le public venait pas pour voir ça, n'écoutait pas ça et généralement n'aimait pas ça, donc quelque part c'est vachement courageux de sa part de se pointer là à un concert de métalleux. Il a fait son concert, donc moi j'étais sur place, j'ai vu le truc, mais par contre This is La Peste, c'est un artiste qui est vraiment très intéressant. Enfin, j'aime pas ce qu'il fait en rap, etc., mais depuis il a écrit des bouquins, il a fait différentes choses, et en fait c'est quelqu'un de vachement plus intéressant que l'image un peu bling bling du rap de ces années là, en fait, quoi. Et il fait des concept albums assez intéressants, enfin, oui, et voilà, et du coup l'histoire a voulu que j'ai vu This is La Peste pas en entier, mais en partie en live. Tu pourras toujours me trouver des trucs, tu me dis. Donc il y a Naughty, il y a Jalan. Tu connais pas Jalan? Mais non, ça par contre je connais pas, ouais. Jalan, je connais Francis Lalanne, mais pas Jalan. C'était un peu la Claudette de l'époque. Elle était sur tous les disques, et je sais pas ce qu'elle devient, mais voilà, c'était vraiment peut-être qu'elle écoute Super Ciné Battle. Ouais. On ne sait pas. On la salue. Et on lui chantait le mêlé l'air. C'était le tube à l'époque. Je vais le mettre en fond. Écoute, voilà, je découvrirai à ce moment-là. Tu vas kiffer. Bon, allez, où est-ce qu'on a mis Taxi 2? Donc, comme vous le savez, on l'aime beaucoup. On l'a mis juste au-dessous de Romeo Must Die. Oui, voilà, parce que quand même Romeo Must Die, il y a Jet Li. Voilà. Et Hancock. Oui, c'est ça, exactement. Et la barre Hancock est quand même genre au-dessus d'Hancock, c'est quand même l'honneur est sauf, quoi. Tant que t'es pas en dessous d'Hancock, tu peux cramer. J'ai l'impression qu'on parle plus que la dernière fois. Non, mais c'est pas pour leur argent là. Mais non, t'inquiète pas. Il va être très court cet épisode, je le sens là. Je regarde le compteur. On est déjà à 1h20, tout va bien. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il faut que je les monte après. À l'arrache en plus, puisqu'on est en retard. Et puis, dernier film de la liste d'Odilon, c'est Babylon AD, dont on a un petit peu évoqué, mais exactement. Je sais que tu as envie d'en parler. Bah oui, donc de ce scratch. Voilà, Babylon AD, donc film avec Vin Diesel et Mélanie Laurent. Oui, c'est marrant parce que c'était la période où Vin Diesel pensait qu'il valait quelque chose en dehors de Fast and Furious et de Triple X. Donc il lançait ses projets. Pas Mélanie Thierry, putain, je vais passer mon temps à les confondre, vous inquiétez pas, c'est normal. Mélanie Thierry, Vin Diesel, est donc réalisé par Mathieu Kassovitz. Et Michel Yeo aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi Michel Yeo. Sa carrière occidentale est
comment dire, étrange. Elle est en dents de scie, ouais. Vraiment étrange. Et donc c'est. Mais il y a plein d'acteurs dans ce film. Oui, c'est adapté d'un bouquin de Maurice J. Dantec, donc un bouquin qui est assez renommé finalement dans le milieu des amateurs de science-fiction littéraire. Qui s'appelle Babylon Babies. Babylon Babies, etc. Et donc l'idée, c'est on suit dans un futur proche où globalement le monde, Donald Trump est devenu président de la République. Par exemple, tu sais, c'est un truc hyper apocalyptique, un truc qui arrivera jamais, heureusement. Voué à l'anarchie, enfin il y a les guerres, la famine, tout ce que tu veux. Enfin voilà, c'est le bordel partout. Il y a un mercenaire un peu taciturne qui est un gros concept de la famille et qui va devoir escorter à travers le monde. C'est littéralement à travers le monde parce que je crois qu'ils partent de Chine ou d'un truc comme ça, enfin jusqu'à New York, une jeune fille. Parce que il était engagé par une secte pour lui ramener, lui il sait pas exactement pourquoi, tout ça, et on retombe une fois de plus dans une thématique religieuse, apocalyptique, sectaire, christianique, tout ce que tu veux, puisque le twist de tout ça, enfin le fin fond de tout ça, c'est que ça va tourner encore une fois autour du petit Jésus, de sa réincarnation, des prophéties. Il nous aura bien. Il nous aura bien cassé les couilles, ouais, celui-là, putain. T'as Jésus quand il veut, et vraiment il y va à fond, quoi. Donc toujours les plus ou moins les prophéties, plus ou moins mensongères, inventées, réinterprétées de l'Église catholique. Enfin voilà, ça mélange un peu tout. Hein. Je crois pas que ce soit exactement tel que le dogme l'apprend aux ouailles, mais bon, bref. Et c'est une espèce de micmac, religieux, philosophico, machin truco, Yamakasi. C'est un bordel, quoi. C'est un bordel sans nom, quoi. Évidemment, le film ne va pas se dérouler comme prévu. Le film ne va pas du tout se dérouler comme prévu. Voilà. On va dire que c'est nombre tort partagé. Kassovitz étant un peu incontrôlable, un peu un mec de l'improvisation, et pour un film de SF où il faut quand même préparer les choses, il faut préparer les costumes, il faut préparer les décors, et tu as pas beaucoup de marge de manœuvre en fait sur les films de SF modernes avec des scènes d'action. Et ben là en l'occurrence, son style ne passe pas. Les investisseurs américains commencent à gueuler et surtout ils essayent de lui retirer le film en fait. Voilà, et du coup finalement en fait, le film en lui-même est une catastrophe, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Vin Diesel il est à moitié pas là, les scènes, la scène d'action finale elle est avec ces espèces de ralentis et ces couleurs jaunes bizarres, enfin ça fonctionne pas, et puis c'est très gros sabot aussi, de ces genres les pauvres sont très pauvres et les méchants riches sont très méchants riches. Et puis au milieu de ça il y a Jésus, et puis en fait le monde mérite pas ça, puis machin, voilà, c'est très con. Le film en lui-même est vraiment catastrophique. En plus il est chiant à regarder, vraiment. Enfin tu sens le film qui a souffert durant la phase de production, de montage, tout ce que tu veux, et qui au final est complètement chaotique. C'est pas fluide, il y a rien qui tient debout. Donc le film en soi est une catastrophe, mais ça a donné effectivement, il est devenu célèbre, et quelque part à tout malheur est bon parfois. Il a donné un documentaire qui s'appelle Fucking Kassovitz. Et je crois qu'on l'avait évoqué une fois, mais oui. je crois que ça serait intéressant d'en reparler. Voilà, et là on va en reparler en profondeur, parce que finalement le film en lui-même est une catastrophe. Voilà, il échoue sur à peu près toutes les ambitions qu'il avait, à la fois film d'action, film de science-fiction, tout ce que tu veux. Mais Fucking Kassovitz, donc le documentaire sur le tournage du film, qui est un document de travail vraiment génial, parce que justement il montre un tournage dans tout ce que ça peut avoir comme dimension de frustration, d'échec personnel, d'implication, etc. Et justement, au départ, ça devait être un making-of à la con, comme on en a sur tous nos putains de DVD là, avec très calibré. C'est super génial de travailler avec Mathieu. J'adore travailler avec ces gens. Trop bien Mathieu Kassovitz. Et non, là c'est pas du tout ça. En fait, ça nous montre vraiment pourquoi ce film est ce qu'il est, une catastrophe. C'est que d'une part, effectivement, il y avait Vincent Gasoil qui voulait faire son film, son gros... J'adore quand tu l'appelles comme ça. Vincent Gasoil, je trouve ça lui va mieux que Vin Diesel. Qui voulait faire son film, c'est-à-dire sa locomotive de science-fiction. Comme dit, c'est après Triple X, après Fast and Furious. Voilà, c'était le truc pour le mettre en avant. Il y avait un peu de fond, mais il fallait quand même beaucoup d'action, etc. Donc il avait vraiment en tête son film à lui, où il était la star, où il était machin. Et en face de lui, il y a Mathieu Kassovitz, qui ne fait pas ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'on attend dans ce genre de projet un yes man. Donc un yes man, c'est un type, quand on lui dit fais ça, il répond yes. C'est littéralement le terme yes man, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui dit yes à toutes les invectives de la production. Mathieu Kassovitz, il n'est pas du tout dans cet esprit-là, et Mathieu Kassovitz veut faire son film à lui.
Et le problème, c'est que le film est produit à moitié en France, enfin, en tout cas pas à moitié, peut-être pas un tiers en France, 2 tiers aux États-Unis, et que du coup, c'est une méthode de travail qui va pas du tout convenir aux investisseurs américains, et en particulier à Vin Diesel, et notamment dans Fucking Kassovitz, cette scène hallucinante où ils arrivent genre aux 2 tiers du tournage, et Vin Diesel il débarque sur le tournage avec un autre type. Et on lui demande qui c'est, il fait c'est le nouveau réalisateur du film. et genre ça arrivait au stade là où justement il ne se comprenait plus. Et Vin Diesel a voulu faire virer Mathieu Kassovitz et voilà, et Kassovitz refusait absolument de faire des compromis. Et Vin Diesel refusait de faire un film qui ne soit pas calibré pour lui, quoi. Et il faut le dire, c'est que on a dit que Kassovitz était un peu incontrôlable, un peu forte tête. Il était sans doute trop rogue pour faire un film comme ça. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, d'un côté, le Kassovitz, je crois qu'on l'a déjà dit, mais c'est un personnage qui est vraiment attachant parce que c'est un type qui est pour le coup entier. Et là, on le voit, c'est-à-dire il a une vraie. Alors, j'aime pas employer ce mot, mais il a une vraie envie de cinéma. C'est-à-dire, il aime ce qu'il fait et surtout, il est lui-même son pire critique en fait. On en avait parlé pendant les Rivières Pourpres, le making of plutôt la version commentée par Kassovitz. Il détruit son propre film. Oui, il en est jamais content. Et là, il a 10 fois plus de raisons de l'être, en l'occurrence. Voilà, c'est ça, c'est que Kassovitz, c'est un type qui ne fait pas de compromis, qui veut vraiment, qui a vraiment une idée de cinéma dans la tête. On le voit dans ce film. Enfin, il est vraiment obstiné au point que finalement, il y a parfois certaines évidences qui lui passent sous le nez. C'est-à-dire que il est tellement concentré sur ce qu'il veut, etc., qu'au bout d'un moment, il oublie une certaine réalité aussi. C'est que un film, ça se construit dans la contrainte. Enfin, pour moi, j'ai fait quelques tournages, j'ai vu, on connaît tous des tas d'anecdotes de tournage. C'est que finalement, pour moi, un grand film ne se construit pas forcément dans la liberté, ça se construit dans la contrainte. C'est qu'au bout d'un moment, c'est la contrainte artistique. Contrainte artistique, elle peut être de toute nature. Ça peut être une contrainte de budget, une contrainte d'acteur, une contrainte de temps, enfin, peu importe. Mais disons que la contrainte, ça force à un moment donné l'artiste à se focaliser sur quelque chose et à travailler comment j'arrive aux mêmes fins, mais avec des moyens qui ne sont pas illimités. Voilà, c'est ça en fait. Pour montrer ton exemple, prenez Star Wars, le premier Star Wars. Lucas, il avait pas tout l'argent qu'il voulait. Voilà, exactement. Il avait les chaînes de production qui étaient contre lui. Il était impératif de temps. Les décors, ils étaient en carton-pâte. Son équipe ne croyait pas au projet du tout. Il fallait bricoler tout le temps. Et quand ensuite, 20 ans plus tard, on lui donne les pleins pouvoirs. Il a les chèques en blanc puisque c'est son propre argent. Il a littéralement les chèques en blanc il peut faire ce qu'il veut et il fait quelque chose de moins bien parce qu'il est sans contrainte. Personne n'ose lui dire excuse-moi, mais ton histoire de midi-chlorien, c'est pas bien. Non, c'est ça, voilà, exactement. Voilà. Donc Kassovitz, il oublie cet aspect-là, c'est-à-dire que vraiment, lui, il oublie qu'à bout d'un moment, il doit prendre en compte les contraintes et non pas lutter en permanence. Alors, il y en a certaines qui sont absurdes. Hein. On lui met clairement des bâtons dans les roues. Enfin, en tout cas, les investisseurs américains font carrément exprès de s'aborder le projet au bout d'un moment parce qu'ils en ont marre d'avoir ce type sur le bras. Mais aussi, lui, à force de s'obstiner, il oublie que finalement, il peut pas avoir ce qu'il veut, donc plutôt que de s'obstiner à engueuler, parce que tu le vois littéralement engueuler ses techniciens, engueuler tout le monde, c'est génial, c'est un truc que j'adore, et plutôt que de se dire ok, je peux pas faire comme ça, mais comment est-ce que je peux arriver à la même idée avec les 3 bouts de ficelle qu'on me file, et finalement il se pose pas ce genre de questions, il est tellement focalisé sur ce qu'il avait au départ que il finit par se perdre aussi, et c'est peut-être aussi moi la scène la plus hallucinante de tout le film, c'est la scène finale. Quand le film se conclut par un gros plan sur Mathieu Kassovitz qui dit le film c'est un naufrage, c'est une catastrophe, mais je vois pas où j'ai merdé. et ça résume tout, c'est-à-dire que tout le film nous montre finalement, même s'il y a un vrai parti, les documentaristes qui ont réalisé le film sont français et ont été amenés par Kassovitz, donc ils ont un vrai parti pris. Je pense qu'ils sont pas complètement objectifs non plus, mais ça reste quand même très très instructif. Tu vois globalement qu'il y a plein d'étapes, et notamment Mélanie Thierry le reconnaît elle-même, a dit que d'un côté Vin Diesel est borné, mais que Kassovitz il est pas mieux, donc voilà, on voit globalement que le problème est beaucoup plus complexe que ça, et le voir lui dans le conflit, quoi. Voilà, et que lui il arrive, et je pense qu'il le pense vraiment, c'est-à-dire qu'il est vraiment premier degré quand il dit, il ne comprend pas ce que lui a merdé. Voilà, c'est un document qui est vraiment incroyable. On va mettre Babylon AD entre prédiction et Shaitan, donc c'est vraiment le très très bas du tableau. C'est vrai il est sous Taxi 2, il est sous Hancock. Mais ce que je te propose, c'est de classer Fucking Kassovitz différemment, parce que Fucking Kassovitz, par contre, est vraiment passionnant. Oui, c'est vraiment... Et si on s'intéresse à la façon dont on fait les films réellement, on a parlé avec Lost in La Mancha,
Bah là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a pas tout le bullshit par-dessus et on voit vraiment comment se fait un tournage, comment tu peux rater un film, parfois parce que les conditions fait que ça peut être raté, mais parfois aussi en t'obstinant dans la mauvaise direction. Enfin vraiment c'est hyper instructif, moi c'est un de mes documentaires de tournage préférés, voilà, j'adore ce film. Alors c'est pas Lost in La Mancha et on va mettre sous Lost in La Mancha, mais ce qui est intéressant c'est que on va avoir, c'est un cas unique pour l'instant, on va avoir le making of au moins une centaine de places au-dessus du film. Voilà, original. exactement. Donc, on va le mettre, si t'es d'accord. On l'avait mis entre. On va le mettre entre printemps, été, automne, hiver et printemps, et au-dessus de Innocence. Et au-dessus de Innocence, ouais, tout à fait. Voilà. Et vraiment, voyez-le. Et ce qui est marrant, c'est que ce film-là, Fucky Kassovitz, il a été interdit de publication pendant très très longtemps par justement les producteurs américains qui refusaient qu'on voit ce qui s'était réellement passé, quoi. Et ouais, c'est vraiment instructif, ouais. Je crois qu'on a fini. Écoute, on a fini. T'as évacué tous les films déjà ? Et ouais, j'ai évacué tout. Écoute, ça tombe bien. Oh, parce putain. que non mais j'entends d'ici nos amis joggers, tu sais, ils courent partout. Ceux qui sont pas allés jogger lundi, ceux qui sont pas allés jogger mardi. Et les mecs comme ça, ils ont des fourmis dans les tibias, dans les cuisses, dans les mollets. J'espère que ça a pu bien enregistrer, putain. Là, ils en peuvent plus, Daniel. Ils se disent putain, j'ai pas terminé, mais il me reste encore 10 bornes à faire pour rentrer chez moi. Eh bien non, sachez que moi j'ai pensé à vous parce que figure-toi, on avait dit. Tu vas passer pour le gentil alors que c'est moi le travailleur dans l'histoire. Oui, mais écoute, que veux-tu ? C'est comme ça, et c'est là où les méchants sont le plus intéressants. C'est pas quand tu sais qu'ils sont méchants depuis le départ. C'est quand tu finis par t'attacher à eux, Daniel, tu vois. Dégueulasse. Et donc, oui, il y a un film à rajouter, parce que c'est un film qu'on avait abordé lors de l'épisode 36. Et tu l'as vu, t'as fait tes devoirs de vacances. Voilà, et j'avais dit, je m'étais engagé, moi je respecte mes promesses. Chère super ciné-battleuse, chère super ciné-battleuse, je respecte mes promesses, mes engagements, et j'ai vu Superbad entre les deux enregistrements. Alors. Et donc, Superbad, donc production Judd Apatow, qui nous raconte, c'est écrit par Seth Rogen notamment, je crois qu'ils étaient deux dessus, il me semble. C'est basé aussi sur les souvenirs d'enfance de... De toute façon, il y a un des personnages qui s'appelle Seth, donc c'est raconte l'histoire de trois jeunes qui globalement c'est la fin du lycée, et qui c'est le homecoming, quoi. Et qui se sont engagés à ramener l'alcool pour la grande soirée où évidemment il y a les bombasses qui veulent serrer, qui sont engagés dont le premier rôle de Emma Stone, qui genre complètement out of the league complètement, ouais. Genre parce que je pense qu'il y a genre en face c'est quand même Jonah Hill. Oui, c'est ça, on les connaît maintenant, Jonah Hill, Michael Cera et Christopher Mintz-Plasse, quoi. C'est plutôt connu comme McLovin, voilà. Donc ces trois adolescents se sont engagés à ramener l'alcool pour la soirée. Et évidemment, les choses ne vont pas se passer comme prévu, quoi. Et moi, je trouve ça assez hilarant, en fait. Moi pas. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment. Je pense que c'est le film le plus touchant de Seth Rogen, parce que effectivement, ils s'inspirent de leur enfance et des galères et du fait qu'ils sont moches et qu'ils l'assument, en fait. Mais c'est vraiment un film avec des weirdos, quoi. Oui, mais c'est pas les gueules. Le plus beau gosse, c'est des Franco, quoi. C'est le beau gosse, quoi. C'est tout. Oui, mais justement, et c'est ça qui m'embête un peu, c'est que ils sont pas beaux, mais on reste quand même dans. Enfin, genre, ça reste toujours un film sur des adolescents où il y a pas un seul bouton. C'est-à-dire que même McLovin avec sa gueule de travers et ses lunettes, parce que évidemment, enfin. Voilà, c'est comme ça, un adolescent moche, ça a des lunettes et ça a une gueule de travers, mais genre, il n'y a pas un seul putain de bouton de tout le film, quoi. Et vraiment, ça, c'est un aspect mais quand même, tu vois Jonah Hill et tu vois Michael Cera, tu dis, il y a un bébé. Oui, mais genre, pour moi... Ils ont vraiment pas des... Ils sortent des canons... Ils sortent des canons, mais... pas Emma Stone, hein. Ils sortent des canons, alors, mais évidemment, les meufs, elles sont toutes bonnes, sans exception. Même la mère de Michael Cera, elles sont toutes bonnes. Enfin, genre, tu vois, on est vraiment sur un truc...
je pense pas que ce soit l'adolescence qu'on ait vécu, et vraiment il y a plein de trucs qui sont occultés, enfin il y a plein de trucs qui sont gommés, qui sont très énervants à ce niveau-là. C'est aussi une comédie, et je trouve que les mais plus rigolos, c'est Bill Hader et Hader, Oui, voilà. et Seth Rogen dans le rôle des flics. Voilà, exactement. Ce que je veux dire, c'est que le film, en fait, moi je le trouve très chiant pendant la première heure. C'est-à-dire que moi, ça me fait parier. À part McLovin qui a quelques moments qui sont sympas, les seuls moments où moi je trouve, et je pensais pas dire ça un jour. Donc, prenez les enregistreurs, mais je trouve que le film... J'enregistre l'épisode, attends. Mais le film est sauvé par Seth Rogen. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, jamais de la vie, jamais. Tu sais que tu vas faire plaisir à la Casa Andreev. Mais voilà, c'est qu'en fait, au milieu du film, Seth Rogen débarque en personnage de flic. Alors il n'est pas tout seul, évidemment, il y a Bill Hader avec lui, mais le fait d'apporter ces deux flics au milieu du récit, en fait, ils vont partir avec McLovin, ils vont partir en virée, voilà, et t'as tout le trip. Oui, on voulait montrer que nous aussi on savait s'amuser, donc triple mise en abîme du truc, machin. Ok, on a compris où tu voulais en venir. Voilà, mais c'est eux qui ont les meilleurs moments du film, quoi. Alors moi je trouve ça jamais hilarant en fait, mais c'est les moments que j'ai trouvé qui fonctionnaient à peu près correctement, quoi. Moi je trouvais ça assez drôle et assez touchant. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux que énormément des teen comédies qu'on nous a vendues. Je pense au American Pie, au machin, tout ça, je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Moi je trouve que c'est à peu près du même. Le seul truc, c'est que comparé au American Pie et comparé à tous ces trucs-là, je trouve le seul truc, c'est que c'est mieux filmé en fait. C'est-à-dire que au niveau de les mises en scène, c'est carré, c'est propre, la photo elle est correcte, voilà, enfin c'est bien emballé, mais dans le fond, voilà. Et puis moi j'aime déjà, c'est des films qui sont super, enfin toutes les productions à Pathos, je les trouve 10 fois trop longues pour ce qu'elles ont à raconter. Enfin, tu fais pas un film de 2 heures là-dessus. En 1h30, t'avais largement de quoi faire. Ça aurait été beaucoup plus dynamique, beaucoup plus. Là, tu t'éternises sur des trucs. La fin aussi. Enfin, j'ai toujours un problème avec ces fins, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette sensation que dans ces films, dans ces productions, même ceux qui réalisent et tout, il a peur qu'on ne comprenne pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Et il y a toujours la fin un peu pathos. Alors c'est toujours bizarre parce que il essaie toujours de la faire, oui, mais c'est du pathos, c'est du méta-pathos, mais en fait ça reste vachement dégoulinant. Enfin vraiment, je trouve que ça fonctionne jamais et c'est toujours Moi, en je trouve ça assez touchant et je pense que les moments qui sont assez rigolos fonctionnent assez bien, en fait. Voilà, moi je trouve pas. Voilà, les flics sont vraiment rigolos. Et puis il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que le personnage de McLovin n'a aucune conclusion dans le film. Ah, qu'il n'ait pas d'arc conjure. C'est normal, il est chopé par les flics, non? Oui, non, il est chopé, c'est-à-dire qu'il est chopé par les flics, et puis la dernière scène où tu le vois, c'est il tire sur je crois que c'est sur la bagnole, il tire sur la bagnole, mais il a pas de conclusion, en fait. Boys will be boys. Et je trouve ça super dommage que finalement le personnage le plus intéressant ce soit celui dont le scénario se fout parce que c'est pas celui qui est autobiographique. Et je trouve que c'est un vrai problème, quoi. Rien à voir, mais Emma Stone ensuite va faire une teen comédie qui s'appelle Easy A, que je te recommande. C'est l'histoire d'une fille adolescente trop intelligente par rapport à l'endroit où elle se trouve. J'espère te l'avoir vendue non, mais sans te faire penser à ta propre famille. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Non, Easy A est vraiment bien en l'occurrence. Mais je crois que c'est la décennie d'après. Ah, d'accord. Mais sache que de toute façon, le pire, c'est que tes trucs, je les regarde, hein, tes recommandations à chaque fois. Moi, je regarde tes recommandations aussi. Je ne suis pas de mauvaise foi, j'essaye à chaque fois. Non, tu t'es rattrapé énormément de Apato. Après, t'as pas encore vu Pineapple Express. Non, celui-là, je l'ai pas vu. Mais t'as vu Knocked Up ou pas? Non, mais on est c'est pas celui-là. C'est pas celui-là dont on avait parlé. Ah non, c'est Zack et Miri font non, je confonds, putain. Excusez. Moi, la Pathos-ploitation, je suis un tout petit peu paumé dans les trucs. Enfin, même là, c'est pas Pathos, donc on s'en fout. Mais voilà, je suis un peu paumé dans les comédies américaines. Forgetting Sarah Marshall, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ok, voilà. Voilà, mais tu vois, je les rattrape au fur et à mesure, en fonction des arrivages. Que tu vois Get Him to the Greek. Mais voilà, donc je le fais, hein, je le fais, je le fais de bonne volonté, je le fais pour vous, sachez-le. Non, pour ta culture personnelle aussi. Voilà, donc je le fais, mais pour l'instant, je crois qu'il y a. Pour l'instant, en fait, je sais qu'en fait, c'est mon instinct à l'époque qui m'avait préservé. Est-ce que tu as vu le Apato qui est produit, le Harold Ramis produit par Apato? Alors comme ça me dit rien, non? Ça s'appelle Your One, je crois. Non, ça me dit rien du tout. C'est Your One et ça se passe dans le monde à l'âge de pierre avec Jack Black et Michael Cera. Si, je l'ai vu. Tu l'as vu? Je connaissais pas le titre en anglais. Oui, je l'ai vu, ouais.
Ah, oh putain, il tombe. Je sais pas s'il est sorti en France, donc je sais pas. S'il est pas sorti en France. Je crois qu'il est sorti en France, il me semble. Non. Ou peut-être en DVD, hein. Je sais pas. Je sais pas s'il est. Si. Je crois que encore une fois, c'est une sortie. Comment on dit, UGC Orient Express, quoi, tu vois, avec le bruit du métro et du pipi. Voilà, mais c'est de toute façon toutes ces productions-là, enfin c'est aussi pour ça, enfin en partie. Pineapple Express, je l'ai vu à l'Orient Express aussi. Oui, voilà, mais c'était très mal distribué. Du titre, ouais. C'était assez mal distribué. Enfin, c'était de façon mal distribué. Mais celui-là, je l'ai vu, ouais. Ah ouais, est-ce qu'on met Superbad ? Superbad, hop, Superbad. Donne-moi ton plus haut et moi je te donne mon plus haut. Moi, je le vois au-dessus de Little Miss Sunshine quand même. Non, moi jamais de la vie. Moi, Superbad. Attends. Moi, je te dis vraiment, ça fait encore partie de ces comédies où j'ai regardé, et j'ai pas rigolé, quoi. Enfin, ou quasiment pas, quoi. Bon, au-dessus de Juno. J'ai plus. Alors, je sais que toi, Juno, t'as un truc particulier avec ce film qui est pourtant très bien, que tu détestes. Alors, moi, je suis prêt à te l'accepter au-dessus de Juno, mais c'est genre. Au-dessus de Bowling for Columbine, parce que c'est quand même un film qui te pipote du long. C'est un film assez exécrable, en fait, si tu réfléchis. Ouais, bah, Superbad, c'est alors que Bowling aussi. for Columbine aussi, tu rigoles un petit peu. Oui, mais j'ai plus rigolé dans Bowling for Columbine que dans Superbad. Non, moi je préfère Superbad. Donne-moi Superbad au-dessus. Mais au-dessous de Paranormal Activity, je te l'accorde. Bon, c'est vraiment parce que c'est toi, Daniel. Hein. C'est vraiment parce que je t'aime bien. C'est pour te faire plaisir, sache-le. Bon, je crois qu'on a fini ce coup-ci. Putain, ça a été en fait un épisode très très long à enregistrer, à réenregistrer, à réimproviser. Je sais pas comment on fait. Moi non plus, je suis même pas sûr qu'on ait dit les mêmes choses, qu'on a insisté sur les mêmes points. Je suis persuadé. Je pense que je ne redirai jamais la même chose sur Rivière Pourpre 2. Fais-nous une petite reco. Eh ben écoute, une reco plus d'actualité que ça, tu ne fais pas, puisque c'est un film qui sort en Blu-ray le 26 juillet, donc littéralement là. Donc c'est un film français qui s'appelle C'est grave de Julia Ducournau. Et si je devais donner... Tu l'as vu toi ou pas du coup bah non, mais tu le recommandes et je vais le regarder. Donc si je devais résumer et te le vendre en une seule phrase, c'est le meilleur film de David Cronenberg des années 80 qu'il a réalisé en 2017. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Donc vraiment, il y a une vraie filiation à Cronenberg déjà dans tout le rapport à la chair, au corps, puisque c'est grave, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film où il y a beaucoup de séquences gore, avec d'ailleurs un travail vraiment exceptionnel des maquilleurs et tout, c'est vraiment très très impressionnant, et on est dans du gore qui refait mal, c'est-à-dire que, tu vois, avec toutes ces années de Saw et compagnie, on a fini par être un tout petit peu anesthésié par la vue du sang et de la chair meurtrie. Et là, disons que la réalisatrice, et c'est aussi un des objectifs qu'elle voulait à la base et qu'elle réussit, et c'est pour ça que je trouve le film vraiment formidable, c'est qu'elle voulait redonner du sens à certaines choses violentes, à certaines choses graves, d'où le titre du film, et que du coup elle y arrive, c'est-à-dire que voilà, ça rigole pas trop, c'est pas un film très 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 joyeux, mais c'est un film vraiment formidable. J'adore la lumière, la musique est super bien, le montage est super bien réglé, et aussi au-delà de l'aspect gore de Cronenberg, là où ça se retrouve aussi, c'est que c'est un très grand film, à mon sens, sur la sexualité. Donc on est toujours dans la thématique Cronenberg, mais cette fois-ci la sexualité d'une jeune fille, parce que là on n'est plus pour le coup dans le point de vue de Cronenberg, forcément qui était centré sur quelque chose qu'il connaissait bien, c'est-à-dire le mal. Là on est vraiment sur la sexualité d'une jeune fille, l'éveil à la sexualité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça produit comme modification, et voilà, et du coup vraiment c'est pour moi un des films de l'année, à n'en pas noter. Ah bah écoute, je vais le regarder suivant ta reco. Et bien voilà. Et de mon côté, je vais recommander pas du tout la même chose que la dernière fois parce qu'on est complètement dépassé par le temps et j'ai sans doute parlé de FF12, donc on va pas reparler de FF12. Puis on avait déjà reparlé dans After Eight. Dans After Eight, donc voilà. Je vais recommander un film que j'ai loupé et que j'ai vu parce que je me suis abonné hier à OCS. Alors c'était pas du tout user-friendly comme expérience de s'abonner, mais je me suis abonné pour regarder Game of Thrones, non? Game of Thrones, ouais, bah oui. Parce que je me suis dit, allez, ce coup-ci, je demande pas à mon cousin américain, je vais pas l'emmerder, Michael. Et du coup, je vais m'abonner, je vais utiliser l'offre légale, et j'ai vu un film déjà sur cette offre. Il y a Red Army, alors je sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. C'est un documentaire produit par Werner Herzog, donc label qualité quand même, réalisé par Gabe Polsky.
Et ça raconte l'histoire de l'équipe nationale soviétique de hockey sur glace. Alors, ça parle pas tant de sport que ça, ou plutôt de la politique du sport et de l'importance du sport dans la période de la guerre froide. J'ai une passion évidemment pour cette période que mes parents ont fui et j'adore l'impact politique que le sport peut avoir à cette époque-là, puisque oui, bien sûr. et il n'y avait pas que le patinage artistique, il y avait les échecs, il y avait la natation, il y avait la natation, et là en l'occurrence le hockey sur glace c'était le sport roi en Russie. Et ça t'explique comment ils faisaient tous partie en fait de l'armée rouge. Ils étaient littéralement les piliers de la propagande officielle. Et puis c'est assez intéressant de voir ça et de remettre en perspective en interrogeant les anciens champions. Et puis comment ensuite est arrivée leur position stratosphérique dans l'organigramme du soviet. Il s'est effrité au fur et à mesure de la perestroïka et de l'éclatement du bloc soviétique. C'est assez passionnant et je le recommande. Donc il est disponible sur OCS et j'imagine qu'il est disponible en DVD. C'est vraiment en plus c'est plutôt bien réalisé en fait. C'est plutôt bien. Il y a une vraie recherche par rapport à l'imagerie classique de la propagande soviétique, c'est-à-dire oui, tout à fait, ouais. ce qu'on appelle le suprématisme, cette espèce d'esthétique stalinienne. Et qui a donné vraiment de belles choses en fait esthétiquement parlant. C'est vrai que c'est ça qui c'est vraiment paradoxal, c'est que l'esthétique de propagande de l'armée rouge et de l'armée soviétique au plus fort de son rayonnement, ça a vraiment une influence en termes de design, en termes d'imagerie qu'on a vraiment très très forte quoi. Même pour moi qui est plutôt dégoûté de fait à cause du passif historique de la famille, tu peux pas nier qu'il y a une certaine il y avait des artistes qui travaillaient ça et que au moins c'est intéressant de revoir dans le cadre d'un documentaire. Donc je vous conseille ça, c'est Red Army, c'est un documentaire vraiment très intéressant de Gabe Polsky. Eh ben écoute, j'ai bien envie de le voir, hein, tu vois, comme quoi. Tu m'as bien vendu le truc. Je suis content. Écoute, je crois que c'est la fin, ce coup-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci. Supercinébattle.fr, vous retrouvez la master list, vous retrouvez les épisodes, vous nous retrouvez sur YouTube. Mettez-nous des étoiles sur iTunes, des pouces bleus, ce que vous voulez. Je vais pas demander où est-ce qu'on peut te retrouver parce qu'on te retrouve sur Super Ciné Battle et puis de toute manière t'es en vacances, tout le monde s'en bat les steaks. Non, moi je m'en bats les steaks, c'est très important les vacances, c'est très important Daniel, sache-le. Et moi aussi je serai là pour le prochain épisode, donc vous le savez, le prochain épisode il est prêt. il va être comme disent les jeunes, il va être lourd. T'as vérifié les fichiers au moins du prochain épisode ou pas? Moi je dis ça, mais on est pas à l'abri. J'aurais pas l'énergie de refaire encore un truc. On vous remercie de nous suivre et on écoute cette fin, voilà, pas de présomption là. Merci de nous suivre et d'apprécier le concept. On vous embrasse très fort et on vous aime. Bisous, ciao. À tous les serpents, pas de venin avant que la souris n'ait quitté son trou. Je répète. Merci, bien. Pas de venin avant la sortie. Commissaire ? Ah ben non, la Petra vous déranger, là, j'étais dedans. Je sais, mais c'est le ministre. Hein ? Zen. Monsieur Tesch, non, t'as triché Yaka. Bon, Yaka, il appelait le Niac. Hein ? Il est hors de question que les Schleux ou les Rosbif nous soufflent le contrat. On les a bananés pendant la Coupe du Monde, j'entends bien conserver le titre. L'opération Ninja. Konnichiwa. Ah, konnichiwa. Konnichiwa. Qu'est-ce qu'il dit là? Bah, la même chose que vous, chef. Hein. Ah putain, on n'est pas rendu. 少しだけお役に立てるといいんですか
Yoroshiku. Martine. Ouais, Martine, comme ma sœur. Allez, un petit dernier pour la route, de toute façon, ça peut plus vous faire de mal, là. Domo arigato. Hein? Oui, ils sont bons, les gâteaux. C'est un petit pâtissier local, très propre. On est à côté du commissariat. Est-ce que votre plan est bien en place? Alors là, monsieur le ministre, il a été pété, répété jusqu'à plus soif. Il est réglé et minuté à la seconde près. Hein? 2 airbags à l'avant, 2 airbags à l'arrière, 4 latéraux, 8 au total pour assurer une protection maximum. Cher ministre, si vous voulez bien vous donner la peine, nous allons maintenant vous accompagner à votre hôtel. Hein? Pour toi aussi. Oula! Méfiez-vous quand même avec ces zouaves, hein. C'est poli par devant et c'est par derrière qui vous entube. C'est comme au souk, ça. Un grand sourire et hop, il vous tire la caisse. Mais qu'est-ce que tu vous foutez? Bon, arrêtez vos conneries maintenant. On arrive sur le point de rendez-vous dans exactement... on y est. Alerte générale. J'avoue, c'est impressionnant, mais où va-t-il maintenant, ce missile? Hein? Pas d'inquiétude. Il est déjà quelque part loin, loin, loin en pleine mer. Oh putain, mon bateau! Et maintenant, bouquet final. Très beau travail. Merci, monsieur le ministre. De toute façon, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien ce matériel. Il y a longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Qu'est-ce qui nous a fait le rouleau de printemps, là? C'est rien. C'est du codé. Je trouve pas la traduction. Bah. Alors, qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous vous arrêtez, là? Allez, ninja, ninja! Je voudrais pas vous paraître pessimiste, mais là, comme ça, d'instant, ça sent le piège. Bon, ça sent le piège. Je sens rien du tout, moi. Vous sentez quelque chose, vous, monsieur le ministre? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où, le niaque? Alerte générale! Émilien, ils ont enlevé le ministre. Lequel? Pas le bon, hein, le niaque, pas le nôtre. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? C'est la cata. Oh. C'est pas vrai, ça. Hein. Alerte générale! Ah non, Émilien. C'est ma phrase, ça. C'est moi qui l'a dit tout le temps. Commissaire? Des suspects sont en approche devant la porte principale. Parfait. J'ai bien chaud, là. Chef, vous allez quand même pas... Oui? Émilien, il faut savoir rester en contact avec ces hommes. Et un peu de terrain ne me fera pas de mal. Ça me rappellera le bon vieux temps des sections spéciales du raid. C'est bien, hein, mais c'était il y a longtemps, chef. Le souvenir est lointain, Émilien. Mais les réflexes... Ils sont là, présents. Croyez-moi, beau geste. Qu'est-ce qui se passe? On égorge quelqu'un? Émilien. Émilien. Peut-être la corde, alors. Ah bah ouais, Emilien, tu t'es gouré de corde. Ah ouais, c'est ça. Une ambulance! Vite! Je crois qu'en bonus, je mettrai un peu de taxi et voilà, c'est bon. Hop, je coupe. Je coupe.